Bonsoir tout le monde. Donc, je suis Juliette, directrice de la Gaîté Lyrique. On est ravis de vous accueillir ce soir. La Gaîté Lyrique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu culturel de la ville de Paris. Quand je dis nous, c'est nous avec un groupement inédit depuis 1 an. Donc c'est 5 structures qui se sont associées pour pouvoir proposer au public depuis 1 an une programmation autour de la création artistique et l'engagement social. Donc 5 structures, Artifarti, une association lyonnaise sur la musique, la jeunesse et l'Europe. Le média européen Arte, pour la première fois, qui rejoint un lieu culturel. L'association Singa, qui accompagne nouveaux arrivants et réfugiés. L'association Make Sense, qui accompagne les entrepreneurs sociaux sur la transition écologique, la démocratie. Et enfin, la maison d'édition Actes Sud. On est là ce soir dans cet auditorium. Il faut imaginer, c'est à l'image de ce qu'on propose tout au long de l'année. Nous allons avoir en fait plus de 700 personnes au 2e étage ce soir avec un grand concert. Au 1er étage, on parle également Europe, avec Europe et Sentiments. Et ça, c'est tous les jours, avec cette conviction qu'un lieu culturel doit aujourd'hui assumer sa place dans la société, dans cette époque, en assumant une responsabilité artistique, sociale, mais aussi écologique. Ce soir, l'événement en fait est intégré au programme que nous avons appelé Scène en résistance, avec aussi cette nécessité de donner la parole à des artistes, des collectifs, des associations, des médias qui luttent au quotidien pour leur indépendance, leur liberté et la liberté d'expression. Donc à quelques jours des élections européennes, on est ravis, je pense qu'il est nécessaire d'avoir ce débat ce soir sur l'urgence de pouvoir stopper le génocide ouïghour. Et donc, merci à vous tous. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, je te passe la parole. On est ravis de vous accueillir et d'organiser cet événement avec vous ce soir. Merci, Dino. Bonsoir à toutes et tous. Pour la première fois, j'ai écrit mon discours pour ne pas prendre de temps. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Et en particulier les équipes de notre partenaire, la Gaîté Lyrique, qui nous a fourni cette belle salle pour l'organisation de cette soirée. Et bien entendu, je remercie les candidats et la candidate d'avoir accepté notre invitation de venir débattre ce soir sur la question du génocide ouïghour. Le génocide des Ouïghours est toujours en cours, mais en raison d'actualité des guerres en Ukraine et à Gaza, la question ouïghour, malgré son urgence, malgré la gravité de la situation, est mise du côté dans les médias et donc dans l'opinion publique. C'est pourquoi organiser cette soirée a été très compliqué. Certains partis n'ont pas répondu, comme le Parti communiste. D'autres nous ont lâchés après avoir répondu favorablement, comme la France insoumise. Nous aurions aimé les voir aujourd'hui clarifier une fois pour toutes devant nous, face aux Ouïghours, leur position, nous expliquer leur déclaration pro-chinoise, pro-colonialiste, pendant qu'ils se battent pour la reconnaissance du génocide palestinien. Ce soir, il nous manque une personne chère, une personne extraordinaire, c'est Gulbar Jalilova. Nous avons vécu un trauma collectif il y a 3 semaines, car Gulbar a été la cible de ce qui ressemble beaucoup à une tentative d'enlèvement par les services chinois en plein Paris, en plein jour, devant son domicile. Depuis, sa santé, qui était déjà très fragile, est totalement effondrée et nous courons presque toutes les nuits aux urgences. Ce soir, certains de nos amis sont en train de l'aider à trouver une place à l'hôpital. S'il y a une personne vivante qui peut incarner le mot sororité, c'est bien elle. Elle est la seule rescapée que je connaisse qui témoigne même quand elle est malade, car elle l'avait promis aux femmes co-détenues dans les camps. Ce soir, je demande aux personnes croyantes de faire une prière pour sa santé et à toute personne croyante ou non de faire pression sur notre cher gouvernement qui garde un silence assourdissant, voire complaisant, depuis la possible tentative d'enlèvement chinois contre Gulbar Jalilova. Je termine finalement par remercier nos 2 excellents modérateurs, le politiste Jérôme Heurtaud et la journaliste de Nouvelle Obs, Ursula Gauthier. Et un grand remerciement à mes camarades de l'Institut ouïghour d'Europe, avec qui nous travaillons bénévolement depuis plusieurs années, sans une subvention, sans une aide extérieure. Je les remercie de leur disponibilité et leur dévouement à la cause.
Merci encore. Merci beaucoup. Je passe la parole à Gulbahar Haïtouadi, notre deuxième rescapé de camp de concentration. Nous avons 2 rescapés de camp de concentration en France, Gulbahar Jalilova et Gulbahar Haïtouadi. Je passe la parole à Gulbahar. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, je suis Gulbahar Haïtouadi, rescapée des camps de concentration chinois. J'ai perdu 3 années de ma vie dans ces camps juste parce que je suis ouïghour. La Chine a pour seul but d'éradiquer la nation ouïghour, faire disparaître notre culture, notre histoire et notre identité. Nos femmes sont mariées de force aux Chinois. Nos enfants sont forcés à parler en chinois dès leur plus jeune âge. La France est le pays des droits humains et c'est grâce à son implication que j'ai pu être libérée. Mais cette même France a accueilli mon bourreau Xi Jinping il y a 2 semaines. Cet accueil est une provocation et est une énorme déception pour moi, car des millions de personnes sont encore dans ces camps. Cet accueil est une permission même de la France à la Chine de nous intimider et menacer même sur le sol français. Notre dernière manifestation a été attaquée par des groupes de personnes engagées par les services chinois. Et pendant même le voyage de Xi Jinping en Europe, l'autre Gulbahar, l'autre rescapé de camp chinois, a subi une tentative d'enlèvement en plein Paris. Je demande aux députés et aux futurs députés européens de tout faire pour que l'Europe sanctionne la Chine comme elle a fait avec la Russie pour que le génocide cesse. Je demande aux Français et aux députés français de faire pression sur notre gouvernement pour que la communauté ouïghour de France soit protégée et soutenue contre les menaces et intimidations chinoises. Nous méritons d'exercer notre culte et protéger notre identité. Nous méritons d'exister, nous méritons de vivre, nous méritons d'être libres. Merci Madame Haïtouadi pour cette première prise de parole, cette deuxième prise de parole, je devrais dire, parce que fidèle à son habitude, même si elle avait écrit son texte, Dino Rayan a déjà introduit avec toute l'émotion que ça requiert, que ça nécessite, mais aussi avec tout le sérieux factuel que ça suppose, cette soirée sur le génocide des Ouïghours. Alors je voudrais vous remercier d'être présents ce soir, aussi nombreux. Et je voudrais évidemment remercier nos grands témoins qui, tout au long de la soirée, prononceront quelques mots. Et puis nos 4 candidats aux élections européennes, puisque, comme vous l'avez bien compris, nous sommes à moins de 10 jours des élections européennes. Et le fil rouge de cette soirée, c'est précisément de réfléchir, d'échanger des idées sur ce que l'on peut faire au niveau européen pour entraver cette mécanique génocidaire des Ouïghours. Quel bilan on peut tirer des premières mesures qui ont été menées, qui ont été faites sur cette question depuis 5 ans? Comment aller plus loin? Comment, sur 3 sujets qu'on va aborder tour à tour, enfin trouver les solutions nécessaires à la mise à l'arrêt de cette politique. Alors 3 sujets principaux. Le premier portera sur le travail forcé. On vous interrogera tour à tour sur cette question. Ensuite, nous évoquerons les questions de répression transnationale. Et puis enfin, on reviendra sur toutes les formes de déni dont ce génocide est l'objet et comment enrayer aussi cette mécanique du déni, de la négation du génocide.
Alors, je vais quand même présenter nos candidats. Merci beaucoup, encore une fois, d'être présent. Je commence par la plus proche de moi. Alors, pas nécessairement politiquement, mais géographiquement. Donc, Wissal Bougalem, candidate donc sur la liste des Républicains, à la place 80, qui est étudiante en droit. Merci beaucoup d'être présente ce soir. À sa droite, Ben Argueta, député européen, député sortant, on le connaît comme journaliste aussi, bien évidemment, candidat sur la liste Renaissance, numéro 2, donc très probablement élu, réélu bientôt. Raphaël Glucksmann, bonsoir, merci aussi d'être présent. Tête de liste, donc député européen également, et tête de liste donc de la liste PS Place Publique. Donc merci beaucoup d'être là ce soir. On vous connaît aussi pour vos prises de position et votre engagement sur cette question. Et puis enfin, notre quatrième candidate, Madjouline Zbey, qui représente ici la liste écologie, Europe Écologie Les Verts, qui est 5e sur cette liste et qui a la particularité d'avoir travaillé en tant que sociologue sur la question du textile, de la mode éthique. Elle a même publié 2 ouvrages sur cette question. Alors avant de leur donner la parole, d'ailleurs c'est pas moi qui vais leur donner la parole, parce qu'avec Ursula Gauthier, que je remercie aussi, nous sommes un peu répartis les tâches. Mon rôle sera davantage d'introduire les sujets, et Ursula, en tant que journaliste éprouvée, très bonne connaisseuse du dossier, puisqu'elle a vécu très longtemps en Chine et suit la question du génocide des Ouïghours depuis plusieurs années dans les pages du Nouvel Obs, va interroger nos différents candidats. Alors applaudissons les candidats. Avant peut-être de te donner la parole, Ursula, je vais quand même très rapidement introduire nos grands témoins qui interviendront ce soir et que je remercie aussi. Alors Olivier Faure, député, premier secrétaire du Parti socialiste. Alors il est certes un soutien, on le sait, de la liste Place Publique PS, c'est plus qu'un soutien, mais c'est pas à ce titre-là qu'il est avec nous ce soir. C'est en tant que co-responsable du groupe d'études ouïghours à l'Assemblée nationale et une personne qui a porté tout le travail de vote de la résolution pour reconnaître au Parlement français le génocide des Ouïghours. Donc c'est vraiment à ce titre que nous sommes très heureux de l'avoir avec nous ce soir. Et vous ne parlerez pas de Raphaël. Il parlera de lui-même, peut-être lui-même. Voilà. Maître Jérôme Carsanti, que je remercie aussi évidemment d'être présent, avocat au barreau de Paris, qui nous expliquera pourquoi il intervient ce soir, parce qu'avec l'IOD et avec Marine Mazel, qui est psychanalyste et qui est également responsable du plaidoyer à l'Institut Ouïghour d'Europe, tous les deux ont porté un dépôt de plainte récente contre l'État chinois, enfin contre X, pardon, pour les actes d'intimidation sur le territoire français à l'encontre de l'Institut et des Ouïghours. Donc, ils nous expliqueront ceci tout à l'heure. Et puis, bien sûr, Dilnour Rayhan prendra à nouveau la parole. Dilnour est donc présidente de l'Institut. Elle est plus que ça. Hein. Elle n'est pas d'ailleurs que témoin. Elle est aussi une cible de ce génocide. Et elle nous expliquera tout à l'heure comment ceci se déploie. Alors, je sais qu'Ursula, tu as déjà une première question à poser à nos candidats. Oui, alors j'aimerais bien que chacun, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui sont des questions plus précises, que chacun d'entre vous dise brièvement, bien sûr, quel est votre lien à cette question ouïghour. Est-ce que vous connaissez ça depuis longtemps ? Est-ce que vous êtes impliqué d'une façon ou d'une autre ? Est-ce que vous êtes investi ? Et donc, je vais commencer par sans doute Raphaël, qui est quand même en politique la personne qui s'est intéressée de plus près, depuis le plus longtemps et le plus fort, je dirais, à la question ouïghour. Mais après, il n'y a pas d'ordre. Voilà. Déjà, merci beaucoup, cher Dilnour, et toute l'équipe de l'Institut Ouïghour d'Europe de l'invitation. Et je dois dire que tu as commencé en posant les choses de manière assez claire, à la fois sur les gens qui ne sont pas là, qui n'ont jamais été là, en fait, disons-le clairement, et aussi sur
la nécessité de réagir, on en parlera tout à l'heure. Mais ce qui est arrivé à Goulbahar est profondément scandaleux et montre que nos pays acceptent de se faire traiter comme des serpillères par le régime communiste chinois et qu'il faut maintenant que cette faiblesse cesse. Et donc, il faut qu'on fasse pression sur le gouvernement pour qu'il prenne la question au sérieux et qu'il aide maintenant Goulbahar. Ceci étant posé, moi, je voudrais d'abord remercier tous ceux d'entre vous qui ont participé aux diverses campagnes qu'on a menées ensemble pendant ce mandat pour briser le mur du silence qui entourait la déportation du peuple ouïghour, sa réduction en esclavage, la stérilisation des femmes, qui finalement était un mur de silence qui arrangeait tout le monde. Et si on a pu porter l'instrument de bannissement des produits de l'esclavage, si on a pu détruire et en tout cas congeler l'accord d'investissement avec Pékin qui avait été signé par M. Macron et Mme Merkel, eh bien, c'est grâce à la mobilisation de centaines de milliers de jeunes Français d'abord, puis ensuite de jeunes Européens qui ont dit « nous, ça nous intéresse, et nous, ça nous interpelle, et nous, ça nous indigne ». Et sans cette mobilisation-là, il n'y aurait pas eu d'avancée, ni à l'Assemblée nationale, ni au Parlement européen. Et donc, c'est vraiment, je pense, une mobilisation collective qui a eu lieu. Et je pense que cette mobilisation, il faut la continuer. Donc moi, comment c'est venu? C'est au tout début de mon mandat, avec la rencontre de Ouïghours, en fait. Et j'étais comme tout le monde. C'est-à-dire que je savais qu'il y avait une répression en Chine, mais quand j'ai entendu les premiers témoignages et quand j'ai eu accès aux données factuelles, le gouffre entre ma propre perception de ce qui se passait, c'était au tout début de notre mandat, en 2019, et la réalité m'a donné un vertige complet. Et je me suis dit, mais en fait, si même moi, je suis absolument pas au courant, alors qu'on peut pas dire que je suis pas investi dans ces questions-là, ça veut dire que personne ne sait. Et donc, comment on fait dans ce cas-là? On essaye d'alerter les consciences. Et ce qui s'est produit, c'est qu'en fait, il y a eu une telle mobilisation des consciences que tout d'un coup, c'est devenu un sujet. Ça ne l'était pas. C'est devenu un sujet au cœur des institutions françaises et européennes. Et je me suis battu pendant tout mon mandat pour que ce soit un sujet et qu'il y ait un débouché concret à l'indignation. On va en parler ensuite sur ce qui a été fait et ce qu'on peut faire de plus. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faudra maintenir la pression. Il faudra l'augmenter. Et en fait, là, ce à quoi on insiste, c'est une forme de reflux. Et la dernière visite que tu as mentionnée, pour moi, a été symbolique de ce reflux. Et donc, il faut impérativement qu'on continue à se mobiliser. Et je le ferai. Les gens qui sont sur la liste le feront. Je pense que d'autres le feront avec nous. Et ce sera extrêmement important. Enfin, pour moi, c'est depuis des années, c'est un gouffre, quoi. C'est vraiment un gouffre. Et je vois tout ce à quoi on se heurte, en fait. Et on se heurte à la fausse réelle-politique des dirigeants. On se heurte au désintérêt, souvent des médias. On se heurte aussi à tous ces lobbies puissants qui ont un intérêt immense à ce que ça ne devienne pas un sujet, parce qu'il faut impérativement continuer à faire du profit avec Pékin. Et donc ça, c'est vraiment, ça requiert de nous une attitude de combat extrêmement forte. Merci beaucoup. Il faudrait passer le... Il a un micro vert. Ah oui, Enfin, je sais pas, ou alors je passe ton micro rouge. Bon, alors, allons-y, avec Madeline Spy. Oui, alors, du coup, je ne vais pas oublier de vous dire quelque chose de très important. Comment j'en suis venue à connaître et à m'intéresser? Alors, je vais d'abord commencer par vous dire que j'interviens face à vous avec beaucoup d'humilité par rapport au combat que vous menez depuis des années et qui est remarquable et qui est courageux
et qu'on vous remercie de mener aux côtés de parlementaires. Raphaël vient de s'exprimer et évidemment, les eurodéputés écologistes aussi ont soutenu toutes les mesures qui pouvaient être prises pour faire avancer cette cause essentielle. Moi, avant même de candidater, d'être dans cette campagne, je milite et j'agis pour la lutte contre le travail forcé, puisque je travaille sur la question textile. Je viens d'un territoire industriel à Roubaix, où le textile était omniprésent et qui a arrêté son activité en faisant monter et grimper le chômage et en déstructurant complètement le tissu social et culturel local. Et quand, il y a quelques années, j'ai voulu m'intéresser à ce sujet, j'ai aussi découvert une autre face de la médaille. Qui était la non-traçabilité dans la chaîne d'approvisionnement, qu'il s'agisse des impacts, bien sûr, sur les droits humains et le recours à des formes de travail qui ne respectaient aucune règle acceptable, et puis les impacts environnementaux. On pensait avoir touché le fond en 2013, en tout cas je le pensais, avec l'effondrement du Rana Plaza, et ça a été une source de mobilisation très importante avec beaucoup d'associations, d'ONG que j'ai rejoint à ce moment-là. Et puis ça m'a donné envie aussi d'entreprendre et de faire en sorte de mobiliser les entreprises de ma région d'abord, puis au niveau national, pour qu'elles changent leurs pratiques et surtout qu'on invente une nouvelle filière textile, une nouvelle filière de la mode et de l'habillement qui n'ait plus ces pratiques-là. Et puis effectivement est venu dans la presse, dans l'opinion publique, le sujet de l'esclavage moderne des Ouïghours, qu'aujourd'hui on peut qualifier de génocide, d'ethnocide, enfin tout ce que a décrit Raphaël, et qui nous a encore plus alertés. Je vais vous livrer le témoignage d'un vieux maire qui s'appelle Jean-Pierre Balduc, qui est le maire de Tourcoing, qui, après avoir découvert, comme beaucoup de citoyennes et de citoyens dans la presse, la situation des Ouïghours, a eu cette phrase. Il m'a dit, bon, parce on lançait l'alerte sur les pratiques dans la filière ensemble depuis quelques années, et il m'a dit, on savait que il y avait, la sous-traitance et la délocalisation de la fabrication avaient des conséquences graves. On ne comprenait pas ce qui se passait exactement. Maintenant, on sait si c'est comme ça, si on est motivé, enfin, si on arrive à atteindre ces prix-là pour vendre des produits, c'est parce qu'on a recours à l'esclavage. Et moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Toujours moins cher, mais à quel prix ? Et j'ai l'habitude de dire, quand c'est pas cher, c'est qu'il y a des gens qui en payent le prix. Et aujourd'hui, je crois que ce qui est capital, c'est bien sûr qu'il y ait une alliance politique. Il y a dans ces sujets-là aucune barrière à mettre. Il faut des coalitions politiques pour qu'il y ait un avant et un après. Il faut aussi des alliances citoyennes. Je pense que la jeunesse est particulièrement sensible à ces sujets. Et ce que je souhaite, c'est que dans le prochain mandat, on puisse encore plus mener la bataille. Je crois que notre indépendance économique, diplomatique vis-à-vis de la Chine sera un levier très important pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'il y ait un avant et un après. Et je pense aussi que les combats qui ont pu être menés ailleurs, je pense bien sûr à l'Afrique du Sud par exemple, doivent nous inspirer. Je terminerai juste par une phrase, enfin une formule qui était utilisée justement en Afrique du Sud par les combattants de la liberté et de l'autodétermination et de la fin de l'oppression. C'est Ubuntu, je suis parce que tu es. Et c'est un état d'esprit qui, je crois, doit guider chacun de nos pas. Ce que vivent d'autres ailleurs dans le monde, c'est ce que nous vivons aussi. Et nous devons le partager comme une cause commune qui doit être chevillée au corps. Et nous essaierons de traduire ça tout à l'heure quand je répondrai à vos questions dans les propositions politiques que nous allons faire au Parlement européen avec tous ceux qui ont déjà commencé la bataille, qui la mènent encore aujourd'hui, et nous le ferons demain. Merci. Bernard Guetta. Comme vous voulez. Bon, d'accord. Ok. Très bien. Quand je suis arrivé au Parlement européen en juillet, en vérité en septembre 2019, je n'avais jamais entendu le nom ouïghour. Jamais. Je ne savais pas qu'il y avait une répression contre ce peuple, mais je ne savais pas que ce peuple existait. J'ai en cela
une histoire très parallèle à celle que tu viens de décrire. Mais en septembre, j'arrive, et il y avait encore des Britanniques au Parlement européen. Ils sont partis en janvier, je crois, ou février suivant. Et dans le groupe centriste auquel j'appartiens, il y avait donc les libéraux démocrates britanniques. Et un Lib Dem, comme on dit, m'a attrapé, sachant que je pouvais avoir une sensibilité à une question comme celle-là, il m'a dit, mais Bernard, le prix Sakharov, il faut le faire décerner à Toti. Qui est Toti? Bon, il m'a expliqué. Et j'ai eu exactement la même réaction que celle que vient de décrire Raphaël. Je me suis dit, mais enfin, si je peux avoir vécu jusqu'à présent en ignorant tout cela, qu'en est-il du reste de la planète, de notre pays, et évidemment des 27 pays de l'Union européenne? Et donc, je me suis vraiment mobilisé très, très fortement, parce que j'ai été brutalement touché à la fois par ce drame et par le drame de ma propre ignorance. Je ne vous raconte pas toutes les intrigues que peut demander l'attribution d'un prix Sakharov au Parlement, parce qu'il y a bien d'autres causes. Et bien d'autres personnes défendent avec sincérité, avec noblesse, bien d'autres causes. Mais je me disais, non. 1 million de personnes dans des camps de concentration, la volonté de détruire une civilisation, parce que nous insistons à juste titre sur la dimension génocidaire de ce drame. Vous y avez fait allusion, les mariages forcés, évidemment les stérilisations. Oui, il y a une très forte dimension génocidaire, mais il y a aussi la dimension ethnocidaire, qui est extraordinairement frappante. Il ne faut pas qu'une autre civilisation, qu'une autre culture existe en Chine. Et donc, ils peuvent survivre à condition qu'ils soient sinisés. Ils peuvent survivre à condition qu'ils soient sinisés. Bref, l'attribution du prix Sakharov au professeur Toti a eu, et c'est tout l'honneur du Parlement européen, ça a été une chose, je pense, importante dans la stature morale du Parlement, que nous ayons fait découvrir, parce que c'est ce qui s'est passé, par l'attribution de ce prix, nous avons fait découvrir, non pas à tout le monde, bien des gens le savaient, et évidemment les Ouïghours en premier, mais nous avons fait découvrir vraiment au monde ce drame. Ce prix a fait découvrir ce drame au monde. Et ensuite, la cause ouïghour est devenue une grande cause. Comme Raphaël, comme beaucoup d'entre vous, je suis devenu un peu un militant de cette cause. J'ai eu l'occasion à beaucoup de reprises de rencontrer des figures de la bataille, du combat ouïghour. Et on y reviendra certainement tout à l'heure. J'ai eu, depuis la multiplication de ces conversations, un débat politique, pour moi très surprenant par moments, avec des hauts responsables de cette bataille, et des hauts responsables ouïghours, tout simplement. Pourquoi? Parce que je leur disais, mais attendez, je ne comprends pas pourquoi vous n'essayez pas de faire cause commune avec d'autres causes à défendre en Chine. Je leur disais évidemment les Tibétains, mais je leur disais aussi, mais tous ces anciens combattants tous ces combattants de la liberté, aujourd'hui
en exil, mais enfin, qui se battent, d'Europe, des États-Unis, d'autres pays, parfois d'Asie. Les gens de Hong Kong qui n'avaient pas encore été écrasés à l'époque, Et je mets le sujet sur la table parce qu'il me tient à cœur. J'ai à chaque fois, dans ces conversations, senti une réticence, parfois même un refus qui m'était exprimé. Non, 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 c'est notre cause. Les Tibétains, c'est autre chose. Les personnes, les étudiants et les combattants de la démocratie de 89, c'est encore autre chose. Je crois, puisqu'il y a beaucoup de Ouïghours et de Ouïghours influents dans la salle, ouvrons ce débat. Il me semble vraiment très, très important que la cause des Ouïghours devienne aussi, s'intègre, pardonnez-moi, à la cause de la liberté et de la démocratie en Chine. Et que vous puissiez trouver des terrains de rencontre avec d'autres victimes de cette répression dont vous êtes évidemment les plus grandes victimes. Merci beaucoup Bernard Guetta, mais si je peux vous rassurer, c'est déjà le cas. Enfin, ces contacts sont déjà pris, ils sont en cours, ils sont très, très importants et je ne pense pas que ça va s'arrêter là. Quant à Ilham Tohti, voilà, c'est juste 2 mots. C'est un grand intellectuel ouïghour qui travaillait à Pékin, à l'Institut des minorités, et qui était extrêmement influent auprès de beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas ouïghours. Et c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, il a été arrêté, parce qu'il était vraiment aimé, adoré par tous les étudiants de cette institution qui n'était pas uniquement composée et que partiellement composée de Ouïghours. Je passe la parole à Wissal Bougalem. Et si je peux vous demander d'être un peu brève, parce que nous avons d'autres questions. Ne vous inquiétez voilà. pas. Merci. Alors tout d'abord, en guise d'introduction, j'aimerais rendre hommage à Gulbar Jalilova et votre magnifique discours, madame, me rappelle tout simplement mes notes. Je ne voulais absolument pas oublier ça et j'aimerais que vous l'applaudissiez parce que c'est une femme exceptionnelle. C'est une femme exceptionnelle et je pense qu'on ne peut pas se dire féministe, humaniste aujourd'hui quand on n'est pas présent. Et Raphaël Glucksmann, tu l'as rappelé, on ne peut pas aujourd'hui dénoncer un génocide à Gaza et ne pas caractériser comme étant génocidaire ce qui se passe au Xinjiang. Ce n'est pas possible. Et voilà, aujourd'hui on voit qui sont les absents, qui se sont désistés, la France insoumise. Et je vais vous dire, ce que je trouve dramatique aujourd'hui, c'est ces calculs électoraux cyniques. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Pourquoi on parle plus de la Palestine que des Ouïghours? Pourquoi aujourd'hui, cette cause des Ouïghours, qui est pourtant fondamentale, qui est importante, qui est extrêmement grave et qui devrait dépasser les clivages. Et je suis très heureuse parce que je vous ai tous écoutés et je suis assez d'accord avec vous tous. J'ai pas eu un moment où je me suis dit ah ben, il a tort ou elle a tort. Donc je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Et puis, on doit dénoncer ce qui se passe au Xinjiang. Et pour revenir à votre question, vous nous demandiez qu'est-ce qui nous a amené à ce combat d'une certaine manière. Moi, je me suis intéressée à cette cause bien avant d'être engagée au sein des LR. Et c'est drôle parce que je regardais vos publications sur Instagram. Avant même d'être engagée au LR, je me suis engagée à 16 ans. Et je regardais toutes ces publications. Je regardais ce qui se passait. On ne peut pas être indifférent. On ne peut pas être indifférent à ces viols, on ne peut pas être indifférent à ces stérilisations forcées. On ne peut pas, nous, pays des droits de l'homme, nous, avec notre histoire, avec notre héritage, on ne peut pas être indifférent à cela. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'être parmi vous pour dénoncer ça avec justice, avec justesse. Et voilà, je suis très heureuse et merci pour votre invitation. Merci, Wissal. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. Alors vous avez évoqué tout de suite, Wissal, ne mentionnons pas de certains absents qui par contre donnent de la voix sur d'autres sujets qui sont liés à cette question
des génocides. Moi, je voudrais juste préciser que dans cette salle et pour cette soirée qui est consacrée au génocide des Ouïghours, nous ne faisons pas de concurrence de victimes. C'est-à-dire que nous considérons qu'il est parfaitement légitime de passer une soirée entière à parler des Ouïghours. Vous avez tout à fait raison. Pas dire, et je voudrais préciser que je crois que Dilnour et les membres de l'Institut seront d'accord, ça ne veut évidemment pas dire que la cause des Tibétains ou d'autres ne sont pas également tout à fait importantes à nos yeux. C'est important parce que cette concurrence des victimes est particulièrement d'abord inefficace et puis surtout donne des arguments à tous ceux qui s'opposent à cette question. Ça n'a pas de sens quand on est humain. Absolument. Bien, donc c'est sous le signe de l'humanité et l'humanisme que nous sommes rassemblés ce soir. Alors, on va entrer dans une question peut-être un peu plus précise, je ne crois pas d'ailleurs très technique, mais tout aussi importante, qui a été tout à l'heure évoquée en particulier par Madame Eusbey, qui est la question du travail forcé. Vous savez qu'en Chine, le recours au travail forcé a une longue histoire. Elle ne concerne pas d'ailleurs seulement, loin s'en faut, la minorité ouïghour. La Chine d'ailleurs n'en a pas l'exclusivité. D'autres pays pratiquent le travail forcé, mais les Ouïghours sont particulièrement visés par cette pratique, d'autant plus qu'elle participe d'une volonté de destruction du groupe dans son ensemble. Les enjeux en termes économiques sont énormes, il faut toujours le rappeler. La région ouïghour représente près d'un 1/5 de la production mondiale de coton et fournit de nombreux géants de l'habillement. En fait, ça concerne le textile, le travail forcé, mais pas seulement. On oublie que, par exemple, les panneaux photovoltaïques, l'industrie alimentaire, en particulier de la pêche aussi, a recours au travail forcé. Je revois ici aux enquêtes de Yann Urbina, qui le montre très très bien. Alors le propos ici n'est pas seulement de dénoncer ces pratiques qui sont contraires au droit international, même si à la rigueur ça pourrait être finalement le principal mot d'ordre. Non. En fait, ce sont des pratiques, c'est un problème qui nous concerne particulièrement pour 3 raisons. D'abord parce qu'elle engage la responsabilité des citoyens, qui sont aussi des consommateurs, lorsque nous achetons des produits issus du travail forcé, lorsque dans nos dressings ou dans nos assiettes se retrouvent des produits réalisés avec ce travail forcé. Ça peut être, bien sûr, un t-shirt bas de gamme, mais ça peut être aussi du colin surgelé que l'on donne à nos enfants. C'est la responsabilité aussi des entreprises européennes qui est posée, qui profitent, alors tantôt sans savoir, tantôt en faisant semblant de l'ignorer, du travail forcé qui fait baisser les coûts de production. Un rapport publié en 2023, en décembre 2023, notamment par l'université de Sheffield et plusieurs groupes d'experts, a montré qu'une quarantaine de grandes marques occidentales d'habillement présentaient un risque élevé d'approvisionnement en vêtements fabriqués par des Ouïghours. Et là, j'ai la liste de toutes ces marques. Je suis persuadé que certaines d'entre elles sont largement représentées ce soir à travers nos habits. Et puis la troisième responsabilité, le troisième niveau de responsabilité, c'est bien sûr celle des États. Donc nous sommes ici dans une dimension de cette persécution des Ouïghours qui, par le biais de la mondialisation, fait que nous y participons. L'intégration de la Chine à la compétition internationale, les pressions à la baisse sur les coûts de production dans les chaînes de valeur, la concurrence effrénée entre les États, mais aussi entre les entreprises, y compris en Chine, favorise le travail forcé sur les chaînes d'approvisionnement. Alors, depuis quelques années, beaucoup se sont mobilisés, ont alerté sur cette question. Tout à l'heure, on a rappelé le combat de Raphaël Glucksmann, mais je peux citer aussi, bien sûr, l'Institut européen des Ouïghours, l'Institut Ouïghour d'Europe, Dilnour, qui, avec une rescapée et plusieurs associations, notamment l'association Sherpa anticorruption, le collectif Éthique sur l'étiquette, ont porté plainte contre 4 multinationales de l'habillement pour recel de travail forcé et recel de crimes contre l'humanité. La plainte, à ma connaissance, a été classée sans suite, mais la procédure est toujours en cours. Une autre procédure, du moins, a été mise en place. Je voudrais citer ici la résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le travail forcé et la situation des Ouïghours. Je voudrais citer, parce que c'est important qu'on le sache, la loi mise en place aux États-Unis en 2021 qui s'appelle le Uyghur Forced Labor Prevention Act, donc une loi contre le travail forcé des Ouïghours qui interdit désormais l'entrée sur le territoire américain
de toute marchandise ayant été produite dans la région ouïghour. Et puis, donc là, on va entrer dans le cœur du sujet de ce soir. La Commission européenne a emboîté le pas. Au niveau européen, donc, un travail a déjà été largement mené, conduisant au vote en avril dernier, donc, d'un projet de législation qui devrait permettre aux autorités nationales en Europe de mener des enquêtes sur les produits soupçonnés d'être liés au travail forcé et de les interdire sur le marché de l'Union européenne. Donc c'est là-dessus qu'on va vous interroger ce soir, pour à la fois interroger les limites de cette loi. Alors, bien sûr, d'abord ses apports, bien évidemment, mais aussi ses limites, et si l'on peut aller plus loin, faire autre chose, ou comment imaginer une action publique nationale qui puisse mettre en place effectivement ces contrôles. Je voudrais vous montrer une carte. Alors vous avez la carte aussi sous vos yeux, sur ces petites feuilles. Je parle ici aux candidats. C'est une carte qui est très intéressante, hein, qui a été réalisée par des chercheurs dans le cadre du projet scientifique Remote Ethnography, et qui montre, donc qui répertorie, hein, la carte des camps et la carte des usines qui pratiquent le travail forcé, donc la carte des camps en rouge et la carte des usines en bleu. Hein, donc on voit à la fois leur proximité géographique, mais surtout, hein, l'ampleur de ce système de travail forcé qui est étroitement associé à la destruction du groupe. Avant de donner la parole aux candidats et surtout à Ursula, nous allons donc avoir un premier grand témoin sur cette question. En fait, je te redonne la parole, Dilnour, pour introduire de ton point de vue, avec ta perspective, ce sujet. Alors, sur la question de travail forcé, voilà, effectivement, en fait, ça, c'est nos collègues qui ont fait cette carte, comme vous voyez. Et, le lien, en fait, entre le travail forcé, le système de travail forcé et le système de détention de masse. Et comme le génocide des Ouïghours, ce système il est basé sur 4 couches de sous-systèmes. La première couche, c'est la détention de masse, donc les camps de concentration, et des prisons, parce qu'en fait, depuis 2019, et notamment depuis 2020-2021, beaucoup de camps de concentration ont été transformés en prisons, d'autres transformés en usines de travail forcé. Ensuite, la deuxième couche, c'est le système de travail forcé, donc qui sont étroitement liés. Troisième couche, c'est la stérilisation massive des femmes, à la fois à l'intérieur des camps, mais aussi à l'extérieur, pour l'ensemble de la population, afin de réduire la démographie. Ensuite, la dernière couche de ces systèmes génocidaires, ça concerne la culturicide, c'est-à-dire en fait destruction de la culture et héritage culturel ouïghour, mais aussi éloignement des enfants ouïghours de leur contexte familial et culturel. Dans le système de travail forcé, il y a aussi 4 couches. La première couche concerne en fait directement, comme vous voyez, en fait, ils sont très proches entre les camps de concentration et les usines de travail forcé. Ça, c'est la première couche. C'est-à-dire que certains très grands camps qui peuvent contenir plusieurs milliers de personnes, et ils ont aussi les usines à l'intérieur des camps. Donc, en fait, ils utilisent directement les détenus. La seconde couche, ce sont des usines qui sont à proximité. Non pas à l'intérieur, mais à proximité des camps. Eux aussi, en fait, ils utilisent les détenus à la fois ou l'ex-détenu. Troisième couche, c'est à l'intérieur de la région ouïghour, qui ne sont pas dans les camps ou qui ne sont pas à l'intérieur, à proximité, mais ils sont un peu partout dans la région, donc dans le sud et dans le nord, et pour lesquels les travailleurs forcés sont des ex-détenus, mais aussi des personnes qui ne sont pas détenues, qui n'ont jamais été détenues. Donc, dans l'utilisation, en grande partie, les gens du Sud sont forcés d'envoyer, en fait, les gens du Sud sont envoyés dans le Nord, les gens du Nord sont envoyés dans le Sud. Pourquoi ? C'est pour pouvoir, en fait, les éloigner de leur contexte familial.
Dans cet ordre-là, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes parents, ils doivent quitter leurs jeunes enfants et que les enfants, ils sont placés dans des orphelinats. Quatrième, la dernière couche, c'est les usines de travail forcé un peu partout en Chine, dans toute la Chine. Et donc, dans lequel, en fait, ils envoient les personnes, ils peuvent être ex-détenus, mais notamment, ce sont des personnes rurales, de l'espace rural, sont envoyées au nom de leur donner un travail et de leur donner une rémunération qu'on sait, en fait, il n'y a quasi pas de rémunération pour ces personnes parce qu'en fait, ils sont gouvernés, que ce soit, en fait, que ce soit dans l'intérieur de la région ouïghour ou à l'extérieur de la région, ou en Chine. Les personnes ouïghours qui sont forcées de travailler, ils sont gouvernés directement par les policiers et qui dorment directement dans les usines et ils ont aussi, en plus de travailler sans heures, et ils ont aussi des sciences politiques, d'études politiques, de patriotisme pour la Chine et lavage de cerveau. Donc, il y a ces 4 couches à la fois, en fait, vous voyez, en fait, le système génocidaire est basé sur 4 couches de ce sous-système et le système de travail forcé est aussi basé sur 4 couches de usines de catégories différentes. Merci. Oui, je voudrais ajouter, pour que vous compreniez bien, ça c'est la carte de la région autonome, dite autonome, enfin entre guillemets, ouïghour, dite du Xinjiang. Alors ça représente à peu près 1/5 de la Chine. Et donc ces usines que vous voyez qui sont très très nombreuses, ainsi que les camps de concentration, en fait il y a énormément d'usines qui ne sont pas dans cette carte, qui sont donc à l'extérieur, qui sont dans les régions non ouïghours de Chine, et où des Ouïghours, en particulier des jeunes, sont envoyés de force, avec plus ou moins de force, avec quelquefois beaucoup de pression, et en particulier de la région sud de la région ouïghour, parce que c'est la région où il y a la plus forte concentration de Ouïghours, avec assez peu de Han, c'est-à-dire les Han étant la population chinoise sinophone dominante, qui représente 95% de la population dans la République populaire de Chine. Et donc, pour casser cet habitat qui est très peu mélangé de Han, eh bien, on envoie les jeunes dans toutes ces usines, de préférence hors de la région ouïghour. Tout ça pour effectivement parachever le projet de casser les liens et l'histoire, la tradition, la coexistence depuis historique et culturelle, et de rendre les personnes assimilables, entre guillemets, c'est comme ça qu'ils parlent, dans la grande culture chinoise. Voilà. Et donc, c'est bien du travail forcé, mais c'est bien, au fond, un processus génocidaire qui a cours, parce que c'est un des éléments qui définit le génocide selon la Convention internationale. Donc là, nous allons poser des questions. Nous allons vous demander, d'abord aux 2 ex-députés, de parler de cette résolution du Parlement européen qui a sur le travail forcé et la situation des Ouïghours dans la région autonome ouïghour du Xinjiang. C'est déjà une bonne avancée. Mais apparemment, comparé à la loi Uyghur Forced Labor Prevention Act, c'est un peu moins disant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'un ou l'autre, enfin, vous choisissez, pourquoi est-ce que cette loi n'a pas été aussi complète, disons? Comme je l'ai négocié. Voilà. Eh bien, il faut nous expliquer quel a été le problème, là. Comme j'étais, je faisais partie des rapporteurs de cette loi, donc je peux vous en parler. Déjà, la première chose à noter, c'est que le régime chinois est la rencontre de forces qui ont structuré le XXe siècle et qui ne se mêlent pas normalement. C'est l'héritage du communisme dans sa dimension la plus répressive. C'est l'héritage du nationalisme
dans sa dimension la plus impérialiste, et ça rencontre un ultra-capitalisme débridé. Et donc on a la rencontre du nationalisme, du communisme, dans sa fonction répressive, des camps, qui sont les héritiers des camps communistes, et de l'ultra-capitalisme globalisé. Donc la rencontre de tout cela produit cette... Ah bah elle n'y est plus. Bon, okay. Mais, produit cette carte, en réalité. Et donc si je viens à la question sur la loi. Parce qu'en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a introduit la déportation des Ouïghours, le génocide, dans une structure globale qui est le capitalisme mondial. Et c'est ça, le début de la mobilisation, ça part de ça. C'est qu'en fait, ça pénètre nos armoires, et pas seulement nos armoires, c'est pas seulement le textile. Et je vais l'expliquer dans la loi. Donc, il y a la mobilisation. Ursula von der Leyen vient, nous promet devant le Parlement de produire, non pas une résolution, mais une directive, une loi. C'est pas un truc juste qu'on exprime un vœu. Parce qu'il y a plein de résolutions, tu ne pourras pas ni dire l'inverse, qui sont très vagues. Non, mais tu ne pourras pas dire l'inverse. Nous sommes témoins des fois, nos résolutions du Parlement européen, c'est très vague. Donc là, c'est l'expression de souhait. Oui, de souhait. Là, c'est pas le souhait, c'est une loi. Donc en fait, il y a une discussion avec la Commission, avec le Parlement, puis au Parlement, il faut trouver une majorité, et ensuite, il y a ce qu'on appelle des trilogues, c'est-à-dire les discussions avec les États membres. Nous, ce qu'on portait au Parlement était un texte plus ambitieux que ce qui a été adopté à la fin, et je vais expliquer pourquoi. Et moi, ce que je portais au sein du Parlement était sans doute plus ambitieux encore que ce que pouvait produire la majorité du Parlement. La décision européenne a été de bannir les produits de l'esclavage sans faire de ciblage géographique ou spécifique sur des questions, sur la question ouïghour, comme aux États-Unis, ou même sur des questions de répression politique et d'organisation étatique de l'esclavage. Ce que ça produit, c'est un texte qui est très bon, honnêtement, et qui, par contre, manque de cohérence sur la cible précise. Après, si je vous raconte, on va être là pendant 3 heures, les mois de négociation, mais ce que je veux dire, il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'on a réussi quand même à se doter de cet instrument. Il n'est pas encore en place, et ça va prendre 2 ans à mettre en place. Et là, il faudra faire extrêmement attention à la mise en place. Parce que moi, j'ai été, comme j'ai porté cet instrument, j'ai été ensuite dans les ports, là où arrivent les containers. Et j'ai été dans le port du Havre, les gens, ils sont prêts, ils ont envie. Vous allez dans le port de Rotterdam, j'aime autant vous dire qu'ils me regardaient comme si j'étais vraiment un bolchevique, limite terroriste, quoi. Je chantais pas une... Excusez-moi, j'interromps juste pour dire que nous avons une carte là, des ports, justement, regardez sur les rivages. Alors, il y a la carte pour les candidats pour qu'ils ne se tordent pas le cou. Voilà. Alors, il y a les ports dans lesquels la Chine possède soit des terminaux, soit quelquefois la totalité du port. Oui, mais il y a la Chine qui possède, ce qui pose un vrai problème de souveraineté. Mais il y a ensuite, même quand ce n'est pas possédé par la Chine, l'appétit du business. Et donc, en fait, à Rotterdam, ils vous expliquent, honnêtement, vous êtes très sympa avec votre régulation, mais nous, notre principe, c'est que tout doit entrer. Donc, quand vous allez avoir des douaniers qui vont arriver pour filtrer les containers qui nous viennent de Chine, ça va poser un sérieux problème au port de Rotterdam. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'application du règlement européen va être un enjeu essentiel. Et est-ce que quand je suis rentré à Bruxelles, en revenant de Rotterdam, et en me disant, en fait, on fait une loi, mais ils ne voudront pas l'appliquer, eh bien, j'ai demandé à la Commission combien il y a de gens qui vont être chargés de voir si cette régulation, donc qui va contrôler, vous avez vu le territoire européen, avec tous ces ports, toutes ces législations nationales et tout ça, combien il y a de gens qui vont s'occuper de l'harmonisation de l'application de cette loi? 2 personnes.
Donc j'aime autant vous dire qu'il va falloir mettre les moyens si on veut que cette loi elle soit appliquée malgré toutes ses lacunes et tout ça. Elle est quand même extrêmement ambitieuse. Donc il faut plus que 2 personnes pour surveiller qu'à Rotterdam, c'est appliqué pareil qu'au Havre ou au Pirée. Hein. Donc voilà, ça c'est la première chose, l'application. Et la deuxième chose, dans le processus de négociation, on a réussi à obtenir une majorité au Parlement, à convaincre la Commission, à convaincre les États membres, le Conseil, dans la dernière nuit de négociation. Dans la dernière nuit de négociation. Un truc sorti de nulle part. De nulle part. Le gouvernement français a demandé l'exemption des produits stratégiques, des produits des industries stratégiques de cette loi. Donc, une négociation qui devait se terminer à 10h s'est terminée à 6h du matin pour une demande qui était liée à une exigence. Moi, je peux vous dire qui a demandé ça hein, au sein de la société française. C'est les industries comme Total et ça concernait les panneaux photovoltaïques. Donc, ça veut dire quoi? On a identifié et on a fait des études là-dessus l'esclavage des Ouïghours dans la production de polysilicium. On a laissé se faire ratiboiser l'ensemble des champions français et européens de la production de panneaux solaires. Éradiquer notre production avec une concurrence, par une concurrence chinoise fondée sur la réduction en esclavage des Ouïghours. Et du coup, on a dit, mais non, mais c'est stratégique. Du coup, on va exclure ces panneaux de la loi européenne. Donc, on a refusé ça, mais c'était une demande du gouvernement français et même des gens de la Commission et du Conseil européen, la présidence belge du Conseil, qui à 3h du matin vient nous voir et dit « Franchement, on est désolé de défendre cette position ». La Commission qui vient nous voir et qui dit « Ne signez pas le texte ». Non, mais la Commission, ce n'est pas un organe gauchiste. Hein. Et surtout la Commission commerce. Et finalement, on a obtenu que ce soit juste une dérogation, qu'il y ait des lois différentes, que les produits soient retenus et pas détruits, et qu'ensuite on puisse les utiliser de manière gratuite ou je sais pas quoi. Enfin, je sais très bien quoi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un problème fondamental. C'est que si vous voulez mettre fin au travail forcé, et si vous voulez engager un rapport de force sur la question ouïghour avec le gouvernement chinois, vous allez nécessairement heurter des intérêts extrêmement puissants. Et que l'attitude du gouvernement français, mais d'autres gouvernements, je pourrais citer le gouvernement allemand aussi, eh bien, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une grande entreprise qui dit non, ça pour nous c'est désastreux, eh bien, on va mettre un trou dans nos lois. Et donc, à un moment, il faut que le politique prenne la main et dise si nous, on veut bloquer ces produits, eh bien, on les bloque. Et ça suppose une forme de courage politique qui n'est pas la chose la plus répandue à l'échelle du continent européen. Mais en tout cas, on a cette loi, et maintenant, il va falloir l'appliquer de manière extrêmement ferme, ce qui n'est pas du tout gagné. Donc, ce n'est pas juste des députés européens qui seront intéressants. Et j'espère que... Enfin, ça sera compliqué que LR fasse 100%, mais en tout cas, on sera ensemble là-dessus pour surveiller cette application stricte. Mais on a besoin aussi que la presse, que les organisations de la société civile se mobilisent. Parce qu'en fait, s'il suffit qu'il y ait 2 ports qui laissent rentrer les produits, ça invalide l'ensemble de la loi. Et aux États-Unis, ils ont forcément, c'est un État fédéral, ils ont les mêmes douaniers dans tous les ports et ils bloquent les conteneurs. Nous, il faut qu'on fasse la même chose en Europe. Et ça suppose d'ailleurs que l'Europe avance vers une structure plus fédérale aussi. Merci Raphaël Glucksmann. Alors, je vais passer la parole à Bernard Guetta parce que justement, on parlait d'un sujet de prise de conscience de la part de l'Europe sur justement ce que la Chine peut représenter comme menace économique et pour d'autres sujets aussi. Et vous étiez en train de dire qu'il y avait une certaine prise de conscience actuellement au sein de l'Europe. Alors, ce que je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez que dans la nouvelle législature et avec la nouvelle commission, est-ce que nous allons cesser de voir ce genre de petites manipes au profit de certaines grandes entreprises
et que la question, par exemple, de la vigilance nécessaire vis-à-vis de la Chine et de ce qu'elle fait avec non seulement les panneaux photovoltaïques, non seulement la pêche, etc., mais même les voitures électriques. Il y en a beaucoup qui sont fabriquées dans des usines où il y a du travail forcé ouïghour. Donc voilà, la question est la suivante. Qu'en pensez-vous ? Alors avant d'en venir à votre question, un premier point. Le texte européen est effectivement moins dur, moins ferme que le texte américain. Pourquoi ? Pour une bonne et une mauvaise raison. La bonne raison, c'est que le Parlement n'a pas voulu, au bout du compte, que la condamnation du travail forcé se limite à la Chine. Parce que le travail forcé existe malheureusement ailleurs qu'en Chine. Et donc, il y a eu un réflexe que je trouve bon, qui était universaliste. Ce n'est pas seulement la Chine, c'est un problème universel, et donc nous condamnons le travail forcé comme question universelle. Et puis la deuxième raison, elle est beaucoup moins noble. Enfin, elle est beaucoup moins noble, je ne sais pas. Et elle est beaucoup plus complexe, en tout cas. En ce sens que les États-Unis sont et vont être de plus en plus dans un affrontement bilatéral et très profond avec la Chine, alors que les pays de l'Union européenne, et je dis volontairement les pays de l'Union européenne et non pas l'Union européenne, parce que sur cette question, il y a une multiplicité de positions, les pays de l'Union européenne ont, vis-à-vis de la Chine, des positions moins noir et blanc que les États-Unis. Pourquoi ? Les uns se disent « Ah, on ne veut pas forcément nous laisser entraîner par les États-Unis dans un affrontement qui peut devenir d'ailleurs militaire avec la Chine. Nous avons des intérêts propres à défendre, etc. » Les autres se disent, et ça n'est pas contradictoire d'ailleurs, mon économie repose très très largement, c'est évidemment l'Allemagne, repose très très largement sur mes exportations vers la Chine, donc je suis obligé de ménager la Chine. Et donc on arrive à des différences d'attitude qui ne veulent pas du tout dire ou obligatoirement dire qu'au bout du compte, les Américains ne seraient pas beaucoup plus souples avec la dictature chinoise que nous le sommes. Parce que pour ma part, c'est un point de vue évidemment discutable à discuter, mais pour ma part, j'ai une intime conviction qu'après beaucoup de bras de fer, les États-Unis et la Chine vont essayer d'arriver à un modus vivendi sur le dos du reste du monde. Maintenant, votre question. J'ai bien dit essayer d'arriver. Je n'ai pas dit qu'ils y arriveront. Essayer d'arriver. Maintenant, votre question, rappelez-la moi. Vous m'aviez dit... D'un mot. Oui. Ah, prochaine législature. Oui, en essayant pardon. de faire un peu court, hein, si possible. On va essayer. L'Union européenne d'aujourd'hui n'est déjà plus l'Union européenne de la fin du XXe siècle, ni dans le domaine militaire, ni dans le domaine de la politique étrangère, ni dans le domaine commercial. Il y a une évolution profonde aujourd'hui qui fait mettre en question, enfin, je dirais, les dogmes, la religion du libre-échange. Y compris chez les thatchériens, et Dieu sait qu'il y en a au Parlement européen. S'il y a une dernière réserve mondiale de thatchériens, elle est au Parlement européen. Oh, ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont actifs. Ils sont actifs, ils sont présents. Même parmi ces gens-là, il y a un doute. Il y a un doute existentiel, évidemment, sur les rapports commerciaux avec la Chine. Mais si ce n'était qu'avec la Chine, on pourrait se dire « c'est susceptible d'évolution, etc. » Non. C'est véritablement une mise en question de l'idéologie qui a dominé le monde depuis le milieu des années 80, c'est-à-dire celle du néolibéralisme. Et donc je crois que cette évolution va se confirmer. Je ne dis pas que
tout va marcher à 100 à l'heure sur les mêmes rails. Non, certainement pas, c'est jamais comme ça que ça se passe. Mais profondément, oui, nous sortons d'une période pour rentrer dans une autre. Pour dire les choses très simplement, nous sortons d'Adam Smith pour revenir à Keynes. Merci Bernard Guetta. Donc non, je vous vois, mais bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On le voit même aux États-Unis, et surtout aux États-Unis en ce moment, et on va le voir de plus en plus en Europe. En fait, je voulais vous demander à vous qui avez étudié en détail cette question de la fast fashion et des fringues jetables, quoi, en gros, et qui sont massivement, si c'est pas à 99% fabriquées en Chine, beaucoup au détriment de la santé des travailleurs et en particulier des travailleurs forcés, au détriment de l'environnement. Est-ce que les États ou l'Union européenne peut faire quelque chose contre ça, selon vous? Complètement. Alors déjà, je voulais simplement dire que par rapport à toute la réalité que vous avez décrite au travers de la cartographie, et au travers des témoignages et tout ce que vous avez expliqué, c'est un levier pour ne pas être complice, un levier pour ne pas financer cette entreprise-là de destruction et d'atteinte à la dignité et tout ce que vous avez expliqué. Mais l'Europe peut agir. Elle peut agir. D'abord, la directive européenne sur le travail forcé, c'est un levier qui s'inscrit dans une batterie de législation pour réguler nos relations commerciales et faire en sorte que dans les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur des entreprises, il n'y ait pas du recours au travail forcé, il n'y ait pas aussi, comme je le disais tout à l'heure, d'atteinte aux écosystèmes, à l'environnement, etc. Pour moi, cette directive, ça s'inscrit aussi dans le même état d'esprit que la loi européenne, la loi d'abord française, pour laquelle on s'est battu à l'époque. On avait vraiment ce souhait qui est un devoir de vigilance des entreprises, puisque avec, je rappelle, le Rana Plaza que j'ai déjà cité, on s'est rendu compte à quel point les entreprises étaient incapables de savoir où et comment et avec quoi étaient fabriqués les produits qu'elles mettaient en vente dans les magasins qu'on trouve aujourd'hui dans nos centres-villes. Aujourd'hui, avec l'ultra fast fashion, on a atteint encore une autre étape. Et d'ailleurs, on a aussi fait un plaidoyer. Et je le mentionne parce que quand je parlais tout à l'heure de bataille culturelle aussi, et d'alliances citoyennes, ça peut impliquer des entreprises. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, il n'y a pas aussi des entreprises qui ont le souci de réformer leurs pratiques. Évidemment, celles qui sont les plus engagées, mais aussi des entreprises qui se sont embarquées dans un modèle économique qui n'est profitable pour personne. Puisque, vous l'avez dit, vous m'avez parlé justement de cette fast fashion. Aujourd'hui, on fabrique pas cher pour vendre la moitié des produits en solde. Ça n'a aucun sens. Si on faisait au prix juste, avec une pratique économique juste, eh bien, on pourrait fabriquer dans de bonnes conditions avec des pratiques beaucoup plus éthiques. Donc là, nous, on a soutenu, je pense que Raphaël le confirmera, complètement cette directive européenne, et on a essayé de porter des amendements pour qu'elle soit encore plus forte. La première chose, c'est la question de la réparation des victimes, parce qu'on pense que c'est un sujet capital aussi, c'est un sujet de reconnaissance aussi de ce qu'elles ont vécu. Ensuite, il y a la question que tu as évoquée sur la dérogation par rapport à certains produits dits stratégiques, et il y a eu un contournement. Et puis, il y a surtout une question sur laquelle je veux insister et que Raphaël a mentionné, c'est le contrôle et la création d'une autorité spécifique pour le contrôle. Pourquoi ? Parce que si vous prenez d'autres directives européennes comme REACH, qui traite de la question de la toxicité des produits, aujourd'hui, allez vous promener sur le site de la répression des fraudes et vous verrez l'état réel de notre capacité à respecter ou à faire respecter les normes en Europe qui pourtant protègent notre santé. Eh bien, c'est la même chose sur ce sujet, c'est-à-dire que sur la loi sur le devoir de vigilance française, eh bien, il n'y a pas de moyen de contrôle. Et d'ailleurs, ce sont les associations comme Éthique sur étiquette, par exemple, qui font du reporting pour aller voir ce que racontent les grandes entreprises qui sont censées se soumettre à ce devoir-là. Et puis, donc, ces moyens de contrôle, pour moi, en plus, aujourd'hui, avec le... Alors, il y a un point sur lequel je voulais insister, parce que c'est un peu aussi la valeur ajoutée que je peux apporter par rapport au débat uniquement sur la question réglementaire, c'est que la chaîne d'approvisionnement textile est extrêmement complexe. Et que parfois, pour un ballot de coton, vous allez avoir
avoir une dizaine d'intermédiaires, voire plus. Et donc, on doit se doter aussi des moyens qui sont ceux du digital, du numérique, etc. Et il faut des moyens à la hauteur. Si on ne prévoit pas cela, c'est vrai que ça rend caduque nos engagements, même si moralement on se sent mieux et même si ça entraîne une inquiétude chez les entreprises qui, du coup, commencent à se demander comment elles peuvent assurer une vraie traçabilité. Je termine juste sur une chose, c'est que pour moi, vraiment, il faut embarquer, si on arrive à embarquer aussi dans les étapes futures des évolutions pour une législation beaucoup plus forte, beaucoup plus restrictive, on peut embarquer les entreprises. Je rementionne juste la loi anti-fast fashion qui a été débattue au Parlement français et qui est en cours de discussion. Eh bien, moi, j'ai signé une tribune. J'ai écrit et signé une tribune avec des dizaines d'entreprises françaises qui réclament cette régulation aujourd'hui. Et cette alliance-là, je pense que ça peut être des points de bascule demain pour qu'on lève les freins que tu as cités sur le lobbying. Et toute dernière chose, par contre, j'ai quand même reçu un petit message très sympathique de quelqu'un qui représente l'industrie du luxe en me disant que vraiment on les mettait en danger. Mais ça ne nous fait pas peur. On va continuer à se battre parce que nous, ce qu'on défend, c'est ce que vous défendez, les droits humains. Effectivement, l'industrie du luxe français est une des raisons pour lesquelles notre président n'est pas extrêmement ferme avec Xi Jinping. C'est vraiment, comme vous savez tous, l'économie française ne dépend pas beaucoup de l'économie chinoise. Mais l'industrie du luxe français, si. C'est l'industrie du luxe français qui dépend à 80% du marché chinois. Et dans l'industrie du luxe français, dans la liste des marques que tu avais, Jérôme, il y a des grandes marques françaises qui profitent, à cause des chaînes de valeur, des chaînes de fabrication, du travail forcé des Ouïghours et aussi d'autres conditions très mauvaises de travail en Chine, en général. Voilà. Et donc, je voulais vous demander, Wissal Bougalem, est-ce que vous pensez que dans la prochaine législature, on pourra passer outre ces efforts faits par des lobbies en réalité très limités? Dans le cas de la France, c'est très limité. Est-ce qu'on pourra ne pas céder à ces lobbies et obtenir à la fois la justice pour les populations qui sont soumises à quelque chose d'atroce et aussi recouvrer une forme de bonne santé économique et de souveraineté économique pour nous-mêmes? Moi, je pense que le problème, il est bien plus grand. Et je vais vous dire, il faut avoir le courage et le panache de dire une chose, c'est qu'il faut redonner du souffle à nos entreprises pour sauver les Ouïghours, et elle est là, la vérité. Je pense pas, moi, j'ai pas une vision fédérale de l'Europe, mais je pense qu'il faut redonner du souffle à nos entreprises parce que c'est précisément là le problème et il faut retrouver une souveraineté industrielle. C'est pour moi le cœur même du problème, c'est la souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est juste parce que c'est bon marché qu'on ferme les yeux, qu'on est silencieux. Et bon, pour le coup, je vais être très rapide parce que pour moi, elle est vraiment là la solution. C'est la souveraineté industrielle de l'Europe, c'est la souveraineté industrielle de la France qui se joue. Et c'est que comme ça qu'on tiendra tête à la Chine, parce qu'il n'est pas question d'une manière ou d'une autre de déclarer une guerre à une puissance et une civilisation millénaire. On doit retrouver la diplomatie française, on doit retrouver la souveraineté. Et en tout cas, je ne pense pas que ça réside ni dans une vision fédérale de l'Europe, ni avec des petites actions au Parlement européen. Moi, vraiment, je félicite pour le coup la dernière résolution qui a été adoptée sur le travail forcé. Ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, mais il faut plus. Et c'est pour ça que je vous dis que le problème, il est bien plus grand. Il réside dans cette souveraineté. Merci. Vous avez... Oui. Est-ce que je peux ajouter une phrase Une phrase, monsieur Guetta. Rapidement. Ça va être très rapide. Par rapport à ce que vous disiez, Ursula, évidemment que l'industrie du luxe français pèse, et c'est normal, en tout cas inévitable, sur les positions diplomatiques prises par la France. Mais en l'occurrence, dans la relation avec la Chine, je crois
que les visions diplomatiques de la France sont beaucoup, visions bonnes ou mauvaises, ça c'est un autre débat, mais que ces visions sont beaucoup, beaucoup plus déterminantes que le poids, aussi grand soit-il, de l'industrie du luxe. Vraiment. Bon, sans doute tous ces facteurs jouent-ils dans le même sens. Vous avez parlé de souveraineté. On va justement ouvrir le second sujet qui va précisément parler de souveraineté. Vous aurez l'occasion de reprendre la parole dans peu de temps. Donc, avec cette thématique de la répression transnationale sans transition, on va, dans un premier temps, écouter un poème. Nous sommes dans un lieu culturel. La culture ouïghour est riche et diversifiée. Donc, nous avons la chance de pouvoir écouter un poème de Merdan Eeteli, qui est un poème donc, en langue ouïghour, mais qui a été traduit par Léo Maillet et qu'on va entendre sur une musique de Erpan Escher. L'État. L'État qui est inscrit à l'ordre de la nuit. L'État qui tient les yeux braqués sur lui. L'État qui porte les fruits de la discorde de ses représentants. L'État difficile car plus léger que l'expression la plus commune et plus évident que la conception la plus claire. L'État qui se trouve dans l'abîme sans fond de la chute. L'État logé dans une structure totalement vide. L'État du lys couronné dans le jardin du parfum. L'État ruche destin pour abeilles perdues. L'État diamant coupeur du bol du calame. L'État, bien inestimable préservé sous 3 couches, dans la fraîcheur, au cœur du réceptacle de la grenade. L'État qui n'a besoin ni de consultation, ni de preuves, ni de compromis. L'État qui surpasse l'inclinaison, le consentement et la soumission. L'État, bannière du grief déployé au vent du mausolée. L'État, compagnon chuchotant dans un dialecte suspect. L'État, terreur soudaine et envahissante. L'État situé à la fois avant le sujet et après le prédicat. L'État plat, composé de fossés avides et de pics abrupts, grand ouvert à la sortie de route. L'État, esprit, langue, nom, verbe, pensée, action, intention pratique. L'état féminin de la récitation et masculin du faire. L'état, centre de la salle de jeu de mes pensées. L'état célébration de l'insurrection des têtes brûlées. L'état dont les envies de femmes enceintes portent sur le sang, l'âme et la foi. L'état de la blessure soin, de la balle remède, de la mort résurrection. L'état qui montre, qui rend prospère, qui brûle et qui renverse. L'état roux qui m'envoie sans arrêt à la poursuite de la cible inatteignable qui se trouve là où je me tiens. L'état, mélodie planante à laquelle s'accorde le ciel couleur de vin. L'état religion qui ne se diffuse pas, ne se propage pas et ne fait pas croire en lui. L'état dont le givre ombilical s'installe dans la coupe-gorge. L'état, et puis nous. L'état, nous fûmes. L'état de la liberté sans entrave et de l'occupation totale
de la conception claire et du sentiment trouble, du masque et du dévêtir, du tremblement et du courage, de la passion, de l'instant, de la position, de la chair. L'état d'un moment à l'autre, là, sur le bout de ma langue. L'état, mon existence, ma richesse, ma grandeur, ma félicité, ma possession, ma propriété, mon nom, mon état. L'État ruche résolu pour abeille perdue, l'État terreur soudaine et envahissante, le poème de Merdane et Eteli qui est dans la salle. Non, il n'est pas dans la salle. Évoque dans une langue donc sans concession, un État omniprésent, tentaculaire, étouffant. Mais l'État chinois, comme d'autres régimes autoritaires, ne se contente pas de poursuivre, de persécuter au sein de son territoire, il le fait aussi à l'extérieur par des actes nombreux, diversifiés, d'intimidation, de harcèlement ou bien tout simplement de surveillance. Avertissements informels, menaces, arrestations, détentions et parfois même ce qu'on appelle d'ailleurs le game over kidnapping pour forcer le rapatriement des ressortissants chinois à l'étranger. Voici les méthodes de l'État chinois. Et pour ce faire, la Chine peut compter sur un réseau très étendu de postes de police délocalisés qu'on appelle dans le jargon des experts, des commissariats fantômes. L'association Safeguard Defenders, dans un rapport de 2022, en a identifié 110. 41 de ces commissariats fantômes sont sur le territoire de l'Union européenne. On peut montrer la carte de ces unités de police. En France, il y en a 4. Ces stations de police sont donc l'incarnation de la police chinoise sur des territoires non chinois et en particulier en Europe. Alors nos deux grands témoins de cette thématique, Maître Jérôme Karsanti et Marine Mazel. Vous pouvez, s'il vous plaît, maintenant prendre la parole. Alors Jérôme Karsanti est avocat, pénaliste. Bonsoir. Donc, je suis Jérôme Karsanti, je suis témoin de rien. Peut-être témoin de Gulbar Jalilova que j'ai rencontré bien sûr et qui on a déjeuné il n'y a pas longtemps et avec une émotion terrible puisque vous rappeliez Jérôme Heurtaud, pardon, respectons les formes, il y a depuis 2018, je crois que c'est documenté, depuis 2018, on sait que le gouvernement chinois a mis en place une répression transnationale visant les populations ouïghours en exil, avec l'objectif de la destruction psychologique, psychique, par le biais d'outils qui sont le harcèlement, les intimidations, les menaces indirectes. Donc on a tout un tas d'exemples. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais pas les lister ici. Et la parole aux candidats, bien sûr, avant tout. Juste un mot, à l'occasion de la visite de Xi Jinping en France, autour du 5 et 6 mai, l'Institut Ouïghour d'Europe a, dès le 3 mai, organisé une conférence de presse avec des rescapés, dont Gulbar Aïtaoui qui est parti là, mais qui était là, un certain nombre de témoins. Cette conférence de presse visait à rappeler et à se souvenir de ce qui parfois semble être oublié dans la mémoire de tous, c'est-à-dire qu'un génocide est en cours au présent, non pas dans l'histoire, mais aujourd'hui, en Chine, et que ce génocide terrible se poursuit
au-delà des frontières. Cette conférence de presse a été suivie dès le 5 mai d'une manifestation qui a été organisée au pied de l'église de la Madeleine, qui était d'ailleurs une manifestation culturelle, puisque on avait organisé, vous aviez organisé, pardon, de ce on, vous aviez organisé une pièce de théâtre avec Gulbar Jalilova comme témoin et qui venait illustrer ou raconter ce qu'elle avait vécu, c'est-à-dire sa déportation pendant près d'1 an et demi, puisqu'on est entre mai 2017 et septembre 2018, la torture, le viol. Cette manifestation a été heurtée, bousculée, j'allais dire trahie, parce que plusieurs mouvements, alors il y a eu un groupe de Chinois qui est venu développer des pancartes avec les mots menteurs, des responsables d'ONG qui étaient stigmatisés en tant que menteurs, des cris, des provocations au sein même de la manifestation, puis un groupe de personnes de couleur qui sont venues également hurler, et tout ça visant bien sûr à intimider, à faire peur, à donner le sentiment qu'il n'y avait pas d'espace de sécurité, y compris au pied de la place de la Madeleine à Paris, en plein cœur de Paris. Puis le 8 mai, on est à un moment un peu plus, j'allais dire, provoquant. Puisque là, on n'a rien de plus, et on a des photos, on a des films, donc tout ça n'est pas l'élucubration de quelques-uns, mais véritablement quelque chose qui est filmé, qui est vu. On a une camionnette, un camion noir, un fourgon noir, en bas du domicile de Gulbar Jalilova, qui était sortie à ce moment-là, et qui, au moment où elle rentre chez elle, aperçoit ce fourgon avec une dizaine de Chinois à l'intérieur. Police est appelée, ils sont arrêtés. On va, quand je dis arrêter, c'est-à-dire qu'on va simplement prendre leur identité et on va s'apercevoir, et ça c'est la presse qui le dira, que notamment une des personnes de ce fourgon est bien d'origine, oui, bien chinoise, rattachée à l'ambassade chinoise et probablement issue des services de renseignement chinois. Ils ont appelé à l'interphone. Elle a reçu dans le même temps et dans la même concordance de temps des appels anonymes sur son téléphone. Et bien sûr, l'état de panique qui est le sien et qui fait qu'aujourd'hui elle n'est pas là, souligne le tragique et la volonté manifeste d'aller la chercher jusqu'au pied de chez elle. On sait que ça n'est pas non plus du rêve, puisque au début mars 2024, un Ouïghour a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement en France, et que tout ça, bien sûr, s'inscrit dans un continuum. Donc ce que nous avons fait, et je pense que ce qui est terrible, alors il y a la politique, et la politique, elle est indispensable, et parfois le droit vient aussi au secours du politique. Quand je dis au secours, c'est-à-dire qu'il permet aussi de rappeler la loi. On n'a pas beaucoup d'espérance sur ce qui va se passer de cette plainte. Soyons sérieux, nous avons déposé une plainte, et je le dis tout de suite, pour génocide. Pourquoi pour génocide ? Parce que on a compris que la répression transnationale s'inscrivait dans un continuum, que ça se poursuivait, y compris à l'occasion de la visite d'un président chinois en France, qui a été reçu dans des conditions extraordinaires, puisqu'il a été même jusque visiter la grand-mère d'Emmanuel Macron, ou le lieu de la grand-mère d'Emmanuel. Donc on est dans une espèce de symbolique affective où à aucun moment n'a été prononcé le mot ouïghour à l'occasion de ce voyage. Et dans ce temps-là, on a des provocations terribles jusqu'au pied du domicile des rescapés, réfugiés, politiques, exilés, qui ont été martyrisés, et sans qu'il n'y ait aucune réaction, ni politique, ni judiciaire. Et donc, nous venons dire ici, et je ne vais pas vous citer les dispositions du Code pénal, mais le génocide, tout le monde sait ce que c'est, mais en gros, c'est quand même la répression d'un groupe déterminé, avec la volonté d'une destruction totale ou partielle, avec un objectif qui est en tout cas celui-là, et qui se matérialise par un certain nombre de considérants, dont une atteinte grave physique ou psychique. Et on voit bien là que et je pense que Marine Mazel va en dire quelques mots sur ce qu'on appelle le mental harm, c'est-à-dire la destruction psychique,
qui est opéré par ces intimidations successives et qui en réalité poursuit jusque sur le territoire national un génocide au présent sur le territoire chinois. Voilà pourquoi nous avons déposé plainte. Alors, ce qui est absolument effarant, c'est que ça n'a suscité quasiment aucune réaction. Parfois, la plainte a au moins ce mérite, c'est que tout d'un coup, on va avoir un écho médiatique qui va entraîner une réaction politique. Bon, et c'est souvent l'outil dont je me sers, moi, en tant qu'avocat, c'est comment utiliser le droit comme action politique, ou en tout cas levier politique. Là, ça n'a pas fonctionné, et on voit bien donc une certaine forme d'apathie, de résignation, d'oubli. Et je crois que la troisième partie, c'est le déni, et je crois qu'on est en plein dans cette question-là. Voilà. Merci beaucoup. Marine Mazel. Alors, avant de te donner la parole, je voudrais quand même préciser que cette soirée n'aurait pas été possible sans Marine, qui a consacré un temps incalculable à l'organisation de cette soirée. Donc, je vous demande aussi de l'applaudir. Bonsoir. Donc, je vais vous parler très brièvement donc, à partir de ma double casquette, qui est que je suis psychanalyste depuis une dizaine d'années. Je travaille dans des ONG à Paris, et ça fait 3 ans que j'ai la chance de travailler avec l'Institut Ouïghour d'Europe. Comme Raphaël l'a dit, ça a été une rencontre. D'abord une rencontre avec Dilnour, puis une rencontre avec Gulbar Jalilova, dont on a parlé tout à l'heure, qui, un soir, dans une cuisine à Paris, m'a raconté, en me mimant, en se mettant au sol sur le carrelage dans la cuisine, je m'en souviens très bien, comment elle était attachée, en fait, comment son poignet était attaché à sa cheville et comment elle était, en fait, brisée, comment la structure de son corps et de son psychisme était complètement brisée. Et comme souvent dans mon métier, en fait, quand on n'a pas une langue en commun, on comprend par mimétisme en fait ce que le corps nous montre. Et donc, en tant qu'être humain, on est frappé par le fait que on reconnaît en fait tout de suite la souffrance, la déshumanisation. On rentre en connexion et on se dit qu'est-ce que je peux faire. Voilà. Donc voilà comment j'ai atterri à l'Institut Ouïghour d'Europe. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on parle peut-être de cette plainte qu'on a déposée, qui est très très sérieuse. Gulbar a fait l'objet, elle fait l'objet, comme tous les membres de la diaspora, en fait, de séries de harcèlement, d'intimidation, de répression qui sont constantes, quotidiennes. C'est-à-dire que les membres de la diaspora reçoivent des coups de fil anonymes, ils reçoivent des coups de fil de membres de leur famille qui sont là-bas avec un membre de la police qui leur dit de rapporter des informations. Enfin, c'est une surveillance qui est véritablement orwellienne. Mais ce qu'on comprend aujourd'hui, et ça c'est quand même extrêmement grave, c'est-à-dire qu'il y a une effraction traumatique globale, enfin pour nous aussi en tant que Français, c'est-à-dire que la souveraineté territoriale, elle est effractée. C'est quand même profondément choquant, je trouve, en tant que citoyenne et en tant que thérapeute qui essaye de préserver des personnes qui vont extrêmement mal, de se dire que quelqu'un peut être pourchassé jusqu'en bas de chez elle, en plein cœur de Paris. Et donc, cette personne qui a été pourchassée en bas de chez elle, en plein cœur de Paris, on est allé la recueillir avec les membres de l'IOD. On est allé la mettre à l'abri. Et donc, elle tremblait, elle allait pas bien. On a envisagé une hospitalisation d'urgence. C'était pas possible parce que l'état de la psychiatrie en France, c'est compliqué. Elle a la chance d'être suivie au centre Primo Levi à Paris, qui est un centre qui est spécialisé pour les victimes de torture et de persécutions collectives. Mais combien de centres aussi de qualité et financés de manière correcte existent comme ça en France? Ils sont pas nombreux. Et donc voilà, moi ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que Gulbar Jalilova, elle ne souffre pas d'un stress post-traumatique simple. Gulbar Jalilova, elle souffre de ce qu'on appelle un traumatisme géopolitiquement induit. J'aurais aimé inventer cette expression, elle n'est pas de moi, elle est de Françoise Sironi, qui a énormément travaillé sur ces questions-là. Ça veut dire quoi, un traumatisme géopolitiquement induit? Ça veut dire qu'il y a un État autoritaire, totalitaire, qui est structuré de manière paranoïaque, et qui, en fait, son but ultime, c'est de faire en sorte que la population qu'il vise, le groupe qu'il vise, il intériorise cette paranoïa. Ça veut dire que toutes les nuits, je me réveille en ayant des cauchemars. Tous les matins, je me réveille en pensant qu'on va venir me chercher. D'ailleurs, Gulbar Jalilova, quand elle a été relâchée des camps, on lui a dit « Tu sais, la Chine, elle a le bras long et on reviendra te chercher. » À Istanbul, elle a échappé à ça, à une tentative d'enlèvement. À nouveau, aujourd'hui, elle échappe à une tentative d'enlèvement chez elle, à Paris. Et donc, nous, on est sidérés, on est scandalisés par le fait que
même en portant plainte, en faisant une conférence de presse, en alertant finalement la classe politique française et européenne, le gouvernement nous répond avec ce silence assourdissant. Alors, je veux juste préciser quelque chose, c'est que on parle beaucoup du trauma des victimes. Le jour où il y a des procès, même devant les cours pénales internationales ou les cours nationales, on invite les victimes à parler de leur souffrance. Et souvent, on en fait un usage extrêmement illustratif, un peu pauvre. Et on les réduit, ces victimes, à une parole qui est juste une sorte d'image d'Épinal. Et moi, je trouve qu'il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on remette les victimes, et c'est ce qu'on essaye de faire à l'Institut Ouïghour d'Europe, au cœur du processus. C'est-à-dire, quand on porte plainte, on a posé des questions à Gulbar Jalilova, elle était active dans ce processus-là. Bien sûr qu'on veut la préserver psychiquement, mais si on veut qu'elle ne soit pas terrassée par l'impuissance, si on veut tout simplement qu'elle ne se suicide pas, hein, je veux dire, je pense que, ou qu'elle décompense de manière somatique, parce que l'équipe médicale qui l'entoure, elle nous alerte tous les jours sur ce risque-là, et nous, avec Dilnour, on est très, très inquiète, c'est que en fait, on veut que les membres de la diaspora, les rescapés des camps de concentration, ils puissent porter plainte et que cette plainte, elle puisse être entendue telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on porte plainte. Pourquoi ? Parce qu'on pense que l'État chinois, en fait, il cible le groupe ouïghour pour le détruire psychiquement de manière substantielle et irréversible. Et ces deux critères-là, ils sont extrêmement importants. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a les stérilisations massives, bien sûr qu'on empêche une nouvelle génération à venir de naître en Chine, mais qu'est-ce qui se passe ici en Europe ? Qu'est-ce qui se passe dans les différents pays du monde où il y a la diaspora ouïghour et les groupes de la diaspora ouïghour ? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a des générations qui s'effondrent psychiquement. On a dû accompagner plusieurs hospitalisations en psychiatrie de nos amis et collègues qui ont décompensé ces derniers mois parce que c'est trop dur, c'est trop de pression. Aucun être humain ne peut décemment supporter ça. Donc, c'est des décompensations psychiatriques, c'est des gens qui sombrent dans l'addiction, c'est des gens qui se découragent, c'est des militants qui arrêtent de militer et de parler parce qu'ils se disent que, hypothétiquement, un jour, on pourra lâcher la grappe à leur famille ou qu'on arrêtera de les harceler. Donc, en fait, ce sont des dilemmes moraux et existentiels qui sont insoutenables. Et donc, aujourd'hui, c'est très, très important qu'on porte plainte pour génocide parce que ces faits de répression transnationale, c'est pas du harcèlement élémentaire, simple, qui va pouvoir se résoudre comme ça. Ça va pouvoir se résoudre quand on va considérer que détruire psychiquement un groupe, c'est aussi grave que de porter atteinte à son intégrité biologique ou que c'est aussi grave qu'un meurtre de masse. Donc évidemment, je veux rappeler ici que la destruction des diasporas de manière psychique, ça ne concerne évidemment pas que les Ouïghours. Et hélas, l'actualité nous rappelle qu'on a besoin de se pencher sur ces questions-là, pas seulement de manière humanitaire en envoyant des psys avec la Croix-Rouge et d'autres associations qui font très bien leur travail, mais d'en prendre soin de ces victimes ici, de les protéger. Donc vous, c'est votre rôle en tant que politique de transformer cette colère, ce désespoir, cet effondrement psychique en loi, en quelque chose de solide, de consistant, qui fasse que ces gens-là, non seulement on n'ose plus les attaquer, mais en plus que derrière, on débloque des fonds pour les prendre en charge et leur permettre de vivre, eux, leurs ascendants, leurs descendants. Et je terminerai là-dessus. Je pense que ce que cherche à faire la Chine, il cherche en fait à disloquer l'ordre des générations. Disloquer l'ordre des générations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très prochainement, il n'y aura plus de transmission possible entre des grands-parents, des enfants et des petits-enfants. Voilà, ils auront réussi à parachever ça. Et donc moi, je pense que c'est votre rôle en tant que politique de s'opposer à ça. C'est notre rôle en tant que société civile, en tant que soignant, de proposer des solutions. Donc là, ça fait 1 an qu'on cherche à réunir des fonds pour monter un centre d'accueil pour les victimes de la répression transnationale. Olivier Faure, tu es au courant. Le groupe d'études à l'Assemblée nationale, vous avez reçu à 2 reprises, vous nous avez reçus sur ce thème de la répression transnationale. Faisons quelque chose de clinique, de politique et de légal ensemble et soyons un peu fiers et un peu consistants sur ce qu'on va proposer. Je voulais juste vous dire que Gulbar Jalilova est une femme très forte. C'est une femme très forte. Elle a un caractère très fort. Et moi, je l'ai interviewée quand elle était encore à Istanbul. Elle n'était pas en si mauvais état qu'elle est maintenant. Pourtant, elle est en France, elle est réfugiée. Le fait qu'on puisse
l'a persécutée alors qu'elle est dans un pays supposé fort. Elle n'avait pas grande confiance dans les autorités turques. Et qu'à Paris même, des loupards ou je sais pas quoi, des gens qui sont envoyés par l'ambassade de Chine viennent la harceler. Et, détail important, Gulbar Jalilova n'est pas chinoise. Elle n'a pas la nationalité chinoise. Elle a la nationalité kazakh. Mais c'est une femme ouïghour. Donc, la République populaire de Chine persécute, y compris des ressortissants d'autres pays, tout simplement parce qu'ils sont ouïghours. Ils font la même chose aussi avec les Tibétains, etc., etc. Alors donc, il y a une espèce d'espace de non-droit que la Chine veut imposer à nos pays, à l'Europe. En Europe, il y en a quand même 40 et quelques de ces commissariats. Ces fameux commissariats vont quelquefois jusqu'à kidnapper des gens et les ramener de force en Chine, des gens qui pensaient être assez en sécurité parce qu'ils se trouvaient en Europe. Alors, la question, elle est toute simple et je vais vous demander d'y répondre pas très longuement, s'il vous plaît, parce que c'est la deuxième question et il nous en reste une troisième. C'est la même question à tous les quatre. Comment faire pour lutter contre ces empiètements sur la souveraineté française? Comment faire pour protéger des gens qui sont des réfugiés politiques à qui nous avons donné cette qualité? Et comment faire pour que l'Union européenne puisse aider dans ce processus? Brièvement, s'il vous plaît. On va peut-être commencer de ce côté cette fois, si vous voulez bien, parce qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de vous exprimer. Mais par contre, on va vous demander à chacun de répondre en 1 minute. Ah, mais je serai très rapide. Je suis toujours très rapide et très claire. Je l'espère en tout cas. Concernant Gulbar Jalilova... Concernant cette femme extrêmement courageuse, je pense que oui, la France, elle a un rôle à jouer parce qu'aujourd'hui, elle est chez nous. L'Europe a un rôle à jouer parce qu'elle est chez nous. Et je suis frappée de voir à quel point l'État français se couche concernant ses victimes. Et c'est une femme extrêmement courageuse, vous l'avez dit. Je ne comprends pas qu'on puisse même inviter le président chinois en France. D'ailleurs, même François-Xavier Bellamy avait été... victime d'une attaque, d'une cyberattaque plutôt du régime chinois. Et ça montre bien déjà que ce régime empiète déjà à la fois notre souveraineté numérique, notre souveraineté tout court. Et il est temps, et je pense que c'est à l'État français aujourd'hui de faire ce premier pas, de reconnaître ces victimes concrètement et de les aider, parce qu'aujourd'hui, il est inadmissible qu'une femme aussi courageuse, qui n'a pas peur de représenter, parce qu'elle représente aussi toutes ces victimes, qu'elle soit aujourd'hui l'objet d'une attaque au cœur de Paris. Ça n'est pas possible, ça n'est pas admissible, et c'est aussi à nous de nous mobiliser. Mais pour ça, on a besoin aussi des pouvoirs publics, et en l'occurrence du président de la République. Merci beaucoup. Bernard Guetta. Si le drame se limitait aux agissements des services chinois contre les opposants chinois ou même kazakhs, ce serait relativement simple. Mais regardons la situation. Elle est encore plus dramatique, scandaleuse et inacceptable que cela. Parce que dans l'histoire, comme dans le présent, il y a beaucoup d'autres dictatures qui s'attaquent à leurs opposants réfugiés dans des démocraties. C'était monnaie courante des services soviétiques du temps de Staline, c'est monnaie courante des services turcs aujourd'hui, et on pourrait énumérer bien d'autres cas. Dans cette situation-là, si la riposte n'est pas aussi vigoureuse que nécessaire, ce n'est pas une question de complaisance, c'est une question d'énorme difficulté de la riposte. Et je vous donne un seul exemple. Quand les services russes sont allés assassiner des ressortissants russes en Grande-Bretagne, il n'y avait pas une volonté de la Grande-Bretagne de passer ça sous silence.
Mais la riposte a été extraordinairement difficile. Et je ne peux pas dire malheureusement, on ne peut pas dire malheureusement qu'elle soit d'une efficacité foudroyante. Elle n'est pas d'une efficacité foudroyante parce que les agissements de services secrets, par définition, je n'ai pas besoin de continuer la phrase. Pardon, je suis horriblement honteux, mais je dois vraiment vous quitter parce que j'ai une autre réunion après. Il est 9h, j'avais prévu 9h, mais là, je ne peux plus. Merci d'être venu. Pour votre présence. Voilà, merci. C'est dommage parce que j'aurais engagé un débat, là. Alors non. En fait, c'est pas une réponse difficile. C'est juste une question de savoir se faire respecter. Oui, les services russes ont assassiné des citoyens russes en Angleterre et la réponse a été faible. Oui, la même chose en Allemagne. Et oui, eh bien, la réponse faible a produit ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire à une guerre ouverte et à une guerre hybride contre nos démocraties, parce que les tyrans, quand on les laisse nous marcher dessus, eh bien, ils se sentent autorisés à aller de plus en plus loin. Donc, honnêtement, si on est un tout petit peu attaché à la souveraineté et à la sécurité de son pays, quand on a ce qui s'est passé avec Gulbahar, on convoque et qu'on identifie un responsable de l'ambassade de Chine dans le groupe qui fait ça, on convoque l'ambassadeur et on dit, celui-là, il dégage. Maintenant, on prend en charge la sécurité de Gulbahar, on prend en charge son hébergement, on dégage ce groupe, et ensuite, on dit à l'ambassadeur que c'est pas comme ça qu'on se comporte sur notre sol. Ça n'est jamais fait. Ça n'est pas fait en France, et c'est très peu fait ailleurs. Donc, en fait, il y a un problème d'abord de courage et de dignité politique. Et quand on parle de souveraineté, ça commence par expliquer à des régimes dictatoriaux qu'ils ne peuvent pas s'attaquer à des gens qui bénéficient de la protection de notre État. Et on tolère des commissariats secrets, des commissariats fantômes sur notre sol. Mais moi, franchement, t'envoies la police tout de suite. Mais tout de suite, c'est dans l'illégalité la plus absolue. Je veux dire, à quel moment on réagit ? Donc, la première chose, c'est un minimum de fermeté. La deuxième chose, moi j'ai présidé la commission spéciale sur les ingérences pendant tout mon mandat. Je veux dire, qui y avait dans l'avion du président Macron pour aller à Pékin? Il y avait M. Raffarin et M. Le Guen. Le message que ça envoie, moi, j'ai aucun problème à ce que M. Raffarin et M. Le Guen fassent partie de la délégation du Parti communiste chinois qui accueille le président français. Il se trouve que c'est des Français. Dans la délégation du Parti communiste chinois, on les présente, on dit voilà, regardez, monsieur le président, vous voyez les gens qui travaillent avec nous, c'est très bien. Ça. Mais pas dans l'avion du président de la République française. Je veux dire, à un moment, on doit montrer, moi je dis pas que tout le monde parle avec tout le monde, ok, d'accord, mais on doit montrer qui on est, d'accord ? Donc dans ma délégation, je suis Emmanuel Macron, non, c'est une blague, faut pas filmer ça, mais ça a encore créé des problèmes. Donc on coupera. Dans la délégation du président de la République française, il n'y a pas de gens qui travaillent avec des intérêts chinois. Même si ensuite ça les énerve, qui vont faire des matinales à la radio pour s'énerver. Et ça, c'est la même chose sur l'Assemblée nationale. Dans les partis, il n'y a pas de gens qui travaillent pour les intérêts d'un régime étranger, hostile aux principes et aux intérêts de nos nations. En fait, c'est la base.
Mais sauf que quand on fait un rapport, et je suis désolé d'être long, mais c'était 5 ans de mandat là-dessus, hein. Quand on fait un rapport au Parlement européen, d'accord, sur les ingérences, qu'on fait une loi pour la protection de l'intégrité de la démocratie qui discute, enfin, qui prend en compte la question de la répression transnationale. Mais qu'est-ce qu'on a? C'est la même chose que sur la loi sur l'esclavage, hein, enfin sur les produits d'esclavage. Le refus absolu des majorités politiques et ensuite des États membres de nommer. Donc en fait, on va faire des lois hyper générales où une entreprise de tulipes au Mexique, c'est la même chose que les services secrets chinois. Oui, il faut faire attention quand même quand on va travailler pour des intérêts étrangers. Mais moi, je me moque de savoir que mon ministre de la Défense va ensuite travailler pour une entreprise de tulipes au Mexique. C'est pas ma question. Ma question, c'est qui va travailler pour des intérêts de régimes hostiles aux principes et aux intérêts de nos nations, qui mènent une répression transnationale et qui foulent au pied notre souveraineté. Eh bien, tout cela, c'est évacué. Donc la répression transnationale, ça sera aussi pour, évidemment, protéger les gens qui sont en désaccord avec les entreprises de tulipes au Mexique. Ben non, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai. Et il y a des régimes qui marchent sur nos pays, qui vont persécuter les gens, qui vont les persécuter jusqu'en bas de chez eux, chez nous, et on n'a même pas le courage de le nommer. Donc en fait, à un moment, il faut des lois, mais il faut aussi des actions. Et là, c'est Allô, le ministre de l'Intérieur qui joue les Robocop tout le temps, fait quelque chose. Alors, j'ai vraiment le regret de vous dire que je vais devoir partir dans quelques minutes, mais j'ai un train et je suis venue du Grand Nord pour participer et je dois y repartir. Je suis vraiment désolée. Je déteste faire ça, mais là, effectivement, je pensais que j'avais un peu de temps de marge pour pouvoir rester avec vous, mais c'était insuffisant. C'est très difficile d'intervenir après ce qu'a partagé Marine tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'elle donne toute la dimension de ce que signifie ce qui s'est passé et ce que signifient ces ingérences, ces attaques, ces intimidations, ces menaces aussi. Et qu'il faut que nous arrivions à formuler une réponse politique à cela. Et c'est l'invitation que vous nous avez faite, c'est même l'injonction, et vous avez raison d'en faire une injonction. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais simplement vous dire que oui, moi je souhaite en tout cas, pour les écologistes, pour le travail aussi que j'ai déjà mené sur ces questions, que nous puissions continuer d'y travailler ensemble. Je pense que ce qu'a rappelé Raphaël sur la question de ce que doit être le positionnement des autorités françaises est capital. Oui, on ne peut pas. Il y a une hiérarchie des valeurs. Il y a des valeurs qui sont supérieures, celle de protéger les personnes qui vivent en France, celle de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ingérence, de violence, etc. C'est plus important qu'à un moment de défendre une diplomatie de salon, etc., etc. Et puis, même si aujourd'hui on sait que d'une certaine manière notre diplomatie peut être l'otage de l'indépendance, de notre indépendance stratégique. C'est à nous de la construire, cette indépendance, et de plus en plus, pour éviter qu'effectivement, finalement, ce ne soit pas trop difficile. Mais ceci dit, avant même de construire cette indépendance stratégique, il faut des actes forts qui viennent véritablement rappeler cette hiérarchie des valeurs, celle des droits humains, celle du respect des personnes, celle du respect de la loi, et supérieure à ces intérêts qu'on peut avoir économiques ou autres. Moi, je pense que, et après, pour répondre vraiment au sujet que vous partagez, il y a la question de l'accompagnement. C'est pas normal que ce soit aux victimes de faire ce chemin de croix pour pouvoir porter plainte et faire reconnaître les faits dont ils sont l'objet. C'est pas normal non plus qu'aujourd'hui il n'y ait pas de réparation. Je l'ai évoqué dans la directive européenne sur le travail forcé. C'était un des sujets sur lesquels on souhaite continuer à se battre. Et puis, il y a aussi des mesures qui vont sembler, alors je pense qu'il y a
plein de choses qu'on pourrait imaginer, évidemment, et qui sont en cours de discussion. Mais il y a une chose, par exemple, qui me semble une forme de reconnaissance quand l'État n'est pas au rendez-vous, c'est comment des villes et des collectivités locales, des conseils régionaux peuvent faire de personnes ouïghours des citoyens d'honneur, pour mettre aussi en avant ce sujet, ce parcours, pour faire aussi en sorte qu'il y ait une reconnaissance, certes symbolique, mais de l'importance de ce qu'ils ont traversé et de ce qu'ils représentent aussi du combat que nous menons aujourd'hui toutes et tous, en tout cas un certain nombre d'entre nous, et tous ceux qui sont dans cette salle, j'en suis sûre, pour la démocratie, pour la défense des droits, pour faire avancer aussi la démocratie dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup, Madjuline. En fait, on compte sur vous pour que quand vous serez élu au Parlement européen, vous n'oubliez pas ces questions. J'ai déjà pris cet engagement et sachez que j'ai déjà rencontré Marine puisqu'elle a intervenu dans ma coopérative pour parler de cette situation, mais elle ne s'en souvient pas, mais je m'en suis souvenue en l'écoutant. Voilà, pareil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon retour chez vous et merci encore d'avoir participé à ce débat. Je vais inviter sans transition Olivier Faure sur cette tribune parce qu'on va aborder, alors peut-être de manière un petit peu différente, cette troisième thématique sans véritablement l'introduire, si ce n'est pour dire que, et vous l'avez bien compris, il y a tout un faisceau d'indices qui attestent qu'il y a bien en cours aujourd'hui ce que on appelle un génocide compte tenu de la Convention pour la répression du crime de génocide, qui est une convention de 1948 et qui, sur un certain nombre d'aspects, correspond à ce qui se passe bien aujourd'hui en Chine. En 2021, un tribunal citoyen à Londres, mené par Jeffrey Nice, qui est un juriste et qui est l'ancien procureur du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui a incriminé Milosevic, a conclu au terme d'une procédure qui a duré plusieurs semaines, avec un examen de documentation, avec des auditions d'experts et bien sûr de témoins et de victimes, que hors de tout doute raisonnable, il y avait bien en Chine aujourd'hui un génocide à l'encontre de la minorité ouïghour, en s'appuyant sur la Convention, notamment l'article 2 et l'alinéa D qui évoque ces mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, parce que c'est bien ce critère qui a été retenu pour démontrer l'existence de ce génocide. Je rappelle, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup en France de cette convention et de la possibilité de l'utiliser pour qualifier d'autres crimes commis, qu'un seul de ces critères suffit pour valider cet usage de cette référence à la Convention. Alors, Olivier Faure a fait partie de ceux qui, en France, ont soutenu ce projet de résolution visant à reconnaître le génocide des Ouïghours au sein du Parlement. Il a même porté ce projet de résolution. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette action, et puis peut-être en nous expliquant, en répondant peut-être à la même question qui a été posée au tout début, comment est-ce que la question ouïghour est entrée dans votre conscience? D'abord, je voudrais dire qu'hélas, la mode est passée. Il y a eu effectivement la possibilité de faire adopter cette résolution à la fin de la législature précédente, mais la mode est passée. Je ne sais pas si un conflit chasse l'autre, ce qui a été dit tout à l'heure par Dilnour, mais l'évidence, c'est que la conscience qui avait accompagné, en réalité d'ailleurs beaucoup sous l'action de l'Institut Ouïghour et puis de Raphaël, disons les choses, qui avait permis qu'il y ait en fait une vaste campagne, qu'il y ait en fait de nombreux jeunes notamment qui se soient mobilisés et de nombreux parlementaires qui se soient sensibilisés à la question. Cette phase-là est terminée. Quand nous avons créé le groupe d'études sur la question ouïghour au début de cette législature, je pensais qu'il suffisait de dire que ce groupe se créait pour que nous ayons des dizaines et des dizaines de parlementaires qui viennent nous rencontrer et qui viennent participer à ces travaux. Si je vous donne le nombre, vous allez être effarés. Nous sommes 15. 15. Et sur les 15, la réalité, c'est qu'il y en a 4 ou 5 qui sont réellement présents à chaque audition. Voilà, c'est ça la réalité. Le seul point de désaccord que j'aurai avec Raphaël, qui est parti,
Non, il est là. C'est qu'il y a dans cette commission, malgré tout, il y a des absents aujourd'hui. Dans cette commission, il y a des insoumis et il y a aussi des insoumis. Et des communistes. Non, il y a des insoumis, je maintiens, et des communistes décinisés. Voilà. Mais c'est pas le plus large de l'espèce. Voilà. Mais c'est simplement pour rétablir cette petite vérité. Bon, et la difficulté, c'est qu'on a affaire à un génocide qui est un génocide d'un genre très particulier. Habituellement, un génocide, c'est un fusil, c'est des haches, c'est des chambres à gaz. Là, vous avez quelque chose de bien plus insidieux qui, évidemment, ne permet pas d'avoir, y compris les images, les témoignages. Quand on vous dit que vous êtes enchaîné, quand on vous dit qu'on vous stérilise, bien sûr que c'est un génocide. C'est la volonté de faire disparaître un peuple à petit feu. Mais c'est à petit feu. Et visiblement, quand c'est à petit feu, on s'habitue. C'est un peu le de la grenouille qu'on fait progressivement périr. Eh bien, c'est la même chose. En fait, là, il y a un peuple qui est en train de périr sous nos yeux, mais à petit feu. Aucun d'entre eux n'est plongé dans une chambre à gaz, et donc tout va bien. Aucun ne subit, en fait, n'est haché menu par une hache, et donc tout va bien. Personne n'est fusillé, donc tout va bien. Et c'est toute la difficulté de raconter ce génocide, parce qu'il est terriblement subtil. Ce qu'a raconté tout à l'heure Marine sur la persécution, qui est une persécution psychologique, c'est encore plus difficile de l'expliquer. Parce que le harcèlement de cette nature, pour ceux qui n'ont jamais fréquenté le centre Primo Levi, qui ne comprennent pas ce que c'est que d'avoir été un jour torturé et de vivre avec cette pression qui n'est pas seulement d'ailleurs psychologique, qui reste même souvent physique, qui continue à être vécue sensiblement dans son être, dans sa chair, eh bien, on ne comprend pas ce que c'est que d'avoir à subir ce type de harcèlement. Quand on n'a jamais été confronté à l'idée qu'une part de sa famille restée au pays peut être menacée, et que cette menace est parfois plus difficile à supporter encore que sa propre souffrance, eh bien, on n'a rien compris non plus. Et donc, tout est compliqué avec le génocide ouïghour. Et là, je voudrais dire, pour reprendre ce qui a été dit avant moi, on vit avec une formidable hypocrisie. La réalité, c'est que dans ce débat-là, tout le monde est très hypocrite. Tout le monde sait, tout le monde ferme les yeux, parce que nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants de la Chine, dépendants à tout point de vue. Ça a été dit, nous avons besoin de leurs panneaux photovoltaïques, nous avons besoin de leur marché pour écouler nos produits de luxe, nous avons besoin de leur voiture électrique. Bref, nous sommes dans une situation, et je passe sur les masques, sur les médicaments, bref, sur toutes ces choses qui nous sont apparues et qui étaient grotesques au moment de la crise sanitaire, mais qui ont montré que nous avions accepté l'idée que la Chine devienne l'usine du monde. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous sommes dépendants. Alors, comment est-ce qu'on en sort ? La question, c'est dommage, il n'y a plus les députés européens, mais la question, elle est d'abord une question européenne. Pourquoi je dis ça ? Parce que chaque pays, chaque pays a des intérêts. Les Allemands ont leur voiture. Enfin, je ne vais pas reprendre tous les pays les uns après les autres. On vient d'en parler. Mais donc, la seule façon d'arriver à faire en sorte que ce sujet-là soit traité au bon niveau, c'est par le niveau européen. Parce que là, les parlementaires européens, ils se compensent les uns les autres. Bien sûr que le Français dira « moi, je n'ai rien à faire des voitures allemande. » L'Allemand dira « je n'ai rien à faire de ce que peut faire M. Arnault ». Donc, du coup, on a une forme d'équilibre qui s'installe dans une institution qui peut agir, alors qui n'est pas non plus totalement souveraine, puisqu'elle partage ses pouvoirs avec le Conseil européen, et ça a été rappelé tout à l'heure par Raphaël. Malheureusement, parfois, le gouvernement français intervient de manière à ce que la loi qui aurait dû être une loi universelle devient une loi qui a d'énormes porosités et qui a des gros trous dans la raquette, pour parler trivialement. Mais au moins, c'est un lieu où on peut faire les choses. L'autre moyen, c'est aussi ce qui a été entrepris par l'Institut, par Raphaël, quand il a été, non pas commandé, mais qu'il a été suggéré sur Instagram, non pas sur TikTok, mais donc sur Instagram, de mener cette campagne de boycott des marques qui utilisent le coton ouïghour. Parce qu'il y a aussi un pouvoir qui est un pouvoir que nous détenons
indépendamment de ce que peuvent faire nos gouvernements et qui est un pouvoir, qui est le pouvoir du commerce, et pour faire changer. Mais malheureusement, ça suppose beaucoup de persistance, de persévérance, parce que la réalité, c'est que, ok, au début, on se dit, bon, je vais éviter d'aller acheter mon costume chez Zara. Et puis, la deuxième fois qu'on passe devant la vitrine et que le tailleur est formidable, on se dit, quand même, il est pas cher. Et là aussi, c'est une dépendance. Tout à l'heure, ce que disait, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais la candidate écologiste, ça n'a pas de... le problème, c'est que c'est un coût faible, mais ça a surtout un prix, et le prix, c'est les autres. Et donc, la question, c'est comment est-ce que nous, on se prive parfois de biens qu'on aimerait acheter parce qu'on les trouve sympathiques. Et à l'autre bout de la chaîne, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour que parfois les grands, parce qu'on peut demander, c'est trop facile de dire, allez les jeunes, arrêtez d'acheter des choses pas chères, mais en même temps, que l'industrie du luxe, elle ne se prive pas d'un marché sur lequel elle écoule sa marchandise. On peut être moins riche, c'est possible, surtout quand on est l'une des plus grandes fortunes du monde. On peut être moins riche, on peut distribuer moins de dividendes, c'est possible. Mais ça suppose, en fait, de le faire avec conviction. Il y a des gens qui ont, avant d'attaquer le marché chinois, n'avaient pas le marché chinois et qui étaient déjà des gens importants et qui ont un jour augmenté leur capacité financière parce qu'ils ont attaqué le marché chinois. Donc tout ça n'est pas inéluctable, ce n'est pas, il y a pas de, c'est pas impossible. Et c'est vrai que malheureusement, je vois que trop souvent, en fait, nous cédons. Et pour témoigner de ce qui vient d'être dit aussi sur les commissariats fantômes, quand on interroge l'administration française, ce que nous avons fait avec le groupe d'études, ils nous disent deux choses. Ils nous disent d'abord ce qui se passe en Chine, on n'a plus de traces, on voit plus rien, on ne sait pas, c'est devenu très difficile à suivre. Donc visiblement, on a des services secrets qui se sont arrêtés à la frontière et on ne sait pas ce qui se passe en Chine. Eux savent ce qui se passe en France, mais nous ne savons pas ce qui se passe en Chine. Et ensuite, quand on leur dit, vous savez qu'il y a une ONG qui documente le fait qu'il y a des commissariats fantômes partout en Europe, qu'il y en a aussi en France, qu'il y en a aussi à Paris, ils nous disent, mais ça, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas marqué commissariat sur la vitrine. Donc c'est vrai, il n'y a pas marqué commissariat. Mais quand ils agissent, ce qu'a dit tout à l'heure Raphaël est une évidence. Quand on sait... Quand on peut prendre sur le fait des gens qui viennent chercher à intimider ou à enlever, évidemment, ces gens doivent partir. Et c'est vrai qu'on doit convoquer l'ambassadeur, mais c'est pas ce qu'on fait, parce que nous sommes dépendants. Et donc, il y a le grand sujet, c'est le sujet, en réalité, européen. Alors, il est à la fois ce que je viens d'indiquer, mais il est aussi le sujet de retrouver notre propre capacité à produire, à ne pas être uniquement des consommateurs, mais être aussi des producteurs et ne plus chercher... Enfin là, c'est un grand débat que je ne veux pas lancer maintenant, mais sur cette globalisation où nous avons un moment pensé que nous serions la tête et l'autre serait les jambes. En réalité, ils ont commencé par les jambes, mais ils ont vite atteint le cerveau et nous sommes les nous sommes les victimes et nous sommes les idiots utiles de cette globalisation quand nous ne savons pas marquer des limites. Voilà, c'est aussi simple et aussi compliqué que ça, et c'est triste parce que malheureusement, tant que cette prise de conscience-là ne sera pas réelle, vous savez comment ça marche, la politique. La politique, c'est des gens parfois qui expriment des convictions, mais c'est souvent des gens qui sont tirés vers les convictions qui sont celles de la majorité. C'est ainsi fait que, en général, vous êtes élu, vous voulez être réélu. Vous voulez être élu, vous cherchez à savoir ce que pensent les Françaises et les Français. Une fois que vous l'êtes, quand on vous interroge plus, vous oubliez. Et donc, ça suppose que, et j'ai aussi auditionné les jeunes pour les Ouïghours, qui eux-mêmes disent que c'est beaucoup plus difficile de mobiliser aujourd'hui la jeunesse parce que on est passé à autre chose. Et donc, si on pouvait retrouver en fait cet élan et permettre à nouveau que ce sujet-là soit un sujet prioritaire, eh bien, ce serait formidable. Mais ça, si on a besoin... Enfin, moi, je suis évidemment à disposition pour faire le boulot à la mesure de ce que je peux faire, mais on a aussi besoin de chacun d'entre vous parce que la prise de conscience, pour qu'elle ait lieu, il faut qu'on ait des activistes, il faut qu'on ait des gens qui relayent les messages. Quand Gulbahar s'est faite
harponné à son domicile. On l'a su par Twitter. Et derrière, on a juste retweeté, mais il faut qu'on soit à la fois informé, et puis derrière, il faut que tout le monde relaye en permanence et ne pas laisser retomber ce qui a été malheureusement insufflé, et je le crains, un effet de mode qui n'a pas duré. Ursula, tu voulais prendre la parole ? Non. Enfin, merci beaucoup pour cette analyse et ce témoignage aussi de l'action menée par à l'époque le groupe socialiste et puis par le Parlement par la suite. Quand même, c'est vrai que ce qui est étonnant pour nous, c'est de constater que le groupe En Marche avait largement voté cette résolution et que dans le même temps, l'exécutif, qui pourtant appartient au même groupe politique, continue d'agir comme s'il n'y avait jamais eu de vote de résolution soutenu par son propre groupe. Et ce sont des contradictions qui, à mon avis, sont de nature aussi sans doute à contribuer à renforcer le fossé entre les citoyens et puis leurs représentants. Alors, je vois que vous hochez la tête, Wissal, mais enfin, Jean-Pierre Raffarin est aussi membre de votre parti, d'une certaine manière. Et l'autre jour, je crois que c'est Raphaël Glucksmann qui a fait référence, non, c'est vous, à sa participation à une émission de radio, où il disait qu'il défendait justement les entreprises françaises en Chine, qui ne s'occupaient pas du reste, et que la diplomatie française, aujourd'hui, ne parle pas de génocide. Donc, lui, il se met dans le rail de la diplomatie française et ne parle pas de génocide. Mais comment résoudre cette contradiction ? Et aujourd'hui, je le dis, je ne suis pas le porte-parole de ce monsieur, mais je suis d'une certaine... Déjà, j'ai une parole très libre, et moi, je n'ai pas de difficulté à parler de génocide des Ouïghours. Parce que, et c'est comme ça aussi que j'ai introduit mon propos, en rendant hommage à une femme extrêmement courageuse. Et si j'hoche de la tête, c'est bien parce que le gouvernement français, et en l'occurrence le président de la République, qui est l'État d'une certaine manière, se couche devant un régime qui est totalitaire et qui terrorise des Ouïghours. Et on ne peut pas recevoir à Paris, avec des manières, etc., un président qui piétine les droits de l'homme. Et ces droits de l'homme, c'est ce qui fait l'histoire, même notre héritage. C'est notre héritage. Et moi, je n'ai pas de difficulté à dire ça. François-Xavier Bellamy non plus n'a pas de difficulté avec ça. Je vous renvoie juste à une interview qu'il a faite au journal La Croix, où il n'avait pas du tout de difficulté à parler ni d'atrocité, ni de génocide, ni de quoi que ce soit d'autre qui vient d'être évoqué aujourd'hui. Donc, ma position, elle est extrêmement claire. Moi, je défends une souveraineté industrielle. Et je pense que ça commence aussi par là, parce que si on n'a pas de souveraineté, il ne faut pas s'étonner ensuite. Vous parliez tout à l'heure du bon marché, etc., de ces tailleurs Zara. Mais je pense qu'il ne faut pas faire culpabiliser le petit consommateur. Ça se passe en haut. Ça se passe en haut, et c'est une souveraineté industrielle qu'il faut reconquérir. Ça ne va pas nous faire de mal, croyez-moi. Merci. Je voudrais poser une question à Olivier Faure. La reconnaissance du génocide en France et dans d'autres pays d'Europe a été une grande bataille qui a été très difficile, dans laquelle Dilnour et l'ensemble de l'Institut ouïghour d'Europe s'est investi pendant des mois, voire des années, et qui a été vraiment très difficile à mener. Finalement, c'est une victoire, grâce aussi à votre implication. Et puis après, il y a eu une autre bataille plus petite, mais celle de la création de ce groupe d'études ouïghours à l'Assemblée nationale. Évidemment, là, on n'est plus dans le cadre des élections européennes, mais quand même, ça, c'est très important. Alors, on se demande aujourd'hui, qu'est-ce que les élus pourraient faire de plus que faire cette reconnaissance qui est un peu symbolique, puisqu'elle n'engage à rien. En gros, l'État n'est pas engagé par cette chose-là. Puisqu'on reconnaît un génocide, normalement, il faudrait commencer à agir pour l'arrêter, au moins la freiner, ou en tout cas faire en sorte qu'elle ne s'étende pas. Est-ce que le groupe d'études peut faire quelque chose ? Ou est-ce qu'il faudrait envisager autre chose ? Qu'est-ce que les élus peuvent faire pour aller plus loin et ne pas rester au niveau des déclarations symboliques? La question, en fait, elle est extrêmement compliquée parce que le Parlement est un Parlement qui a des pouvoirs très réduits en la matière.
Et même la résolution, la réalité, c'est qu'elle est adoptée sans le consentement du gouvernement, qui a cherché pendant très longtemps, en fait, à contenir ces élus. Et c'est sous la pression de l'extérieur, et notamment de l'opinion, de l'Institut, qu'à un moment, il y a eu la conviction que ne pas voter avait un coût politique qui était supérieur au fait de voter. Et comme le gouvernement, de toute façon, n'était pas tenu, obligé par le vote de cette résolution, ils ont fini par lâcher prise. Mais malheureusement, les parlementaires nationaux n'ont pas, ou européens d'ailleurs, sur ces questions-là, peuvent reconnaître, mais ça reste malheureusement très symbolique. Et donc, la seule façon, j'allais dire, il faut changer la Constitution, ça n'est pas tout de suite. Et après, il faut aussi faire le choix d'élus qui s'engagent sur cette question de manière ferme. Mais soyons là aussi honnêtes, en fait, nous faisons face à des intérêts très puissants. Très, très puissants. Et la Chine n'est pas n'importe quel pays. Et donc, quand ils s'y mettent et quand moi, je suis premier secrétaire du Parti socialiste. Il se trouve que François Mitterrand a, à une époque, rétabli le lien avec le Parti communiste chinois avant d'être élu président de la République. Quand j'ai porté cette résolution, je pourrais vous montrer les courriers que j'ai reçus de l'ambassade de Chine, qui sont en fait, alors, soit on plie, mais moi, il m'a expliqué en gros que c'était toute l'histoire de la relation socialisto-communiste chinois qui était rompue, qu'on aurait à en payer le prix, etc. Bon, ça m'a pas beaucoup impressionné pour tout dire, mais peut-être que d'autres auraient pu se dire, bon, peut-être que là, c'est pas très malin, si un jour on devait revenir au pouvoir, de rompre les liens avec ce qui est quand même l'organe dirigeant de ce pays. Donc, oui, ils ont une puissance qui est extraordinairement forte, et il faut beaucoup de ténacité, beaucoup de fermeté d'âme, et se dire qu'on n'a pas à plier à chaque fois. Et le débat, et c'est pour ça que j'essaie de le ramener à sa dimension, qui est une dimension plus globale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour ne plus être dépendant. Tant que vous êtes dépendant des Chinois pour toute une série de choses, forcément, vous avez vous êtes dans une situation, vous êtes dans leurs mains. Quand il vous faut du curare, quand il vous faut du Doliprane, quand il vous faut des masques, quand il vous faut des batteries, quand il vous faut des panneaux photovoltaïques, quand il vous faut un moment où en fait c'est une vraie difficulté, et il faut, moi je veux pas vendre ici des choses qui ne, vendre du rêve. En fait, la seule façon de parvenir, le débat il est beaucoup plus large, c'est comment est-ce qu'à un moment on prend conscience du fait que nos démocraties ne sont pas absolument invincibles, qu'il n'y a pas un long chemin qui mène vers le progrès de manière inéluctable, et que ça suppose que les démocraties en prennent conscience et qu'à un moment, elles aient le courage de se défendre et de défendre les valeurs qu'elles ont érigées comme principe universel. Si on ne fait pas ça, malheureusement, on subira. Et pour l'instant, le mieux que l'on puisse faire, c'est donc faire pression sur les entreprises qui utilisent le travail des Ouïghours. Ça, c'est possible. Ça, il faut les campagnes de boycott, c'est possible. Faire en sorte que l'accueil de la diaspora soit un accueil qui soit parfaitement sécurisé et qui soit parfaitement accompagné à tout point de vue, sanitaire, psychologique, etc. Ça, c'est possible. Ce qui est possible aussi, c'est de faire en sorte que le drame, le génocide ouïghour soit documenté, popularisé, et que aucun dignitaire chinois ne soit épargné dès lors qu'il y a une visite. C'est difficile de dire qu'on va rompre les relations diplomatiques avec la Chine. C'est pas, je serais un vrai menteur si je disais que, revenu au pouvoir, du jour au lendemain, on dirait qu'on n'a plus de lien avec la Chine. Ce serait pas vrai. Mais on ne peut pas ne pas avoir, dans le rapport qu'on a avec la Chine, on ne peut pas ne pas parler des Ouïghours, on ne peut pas ne pas parler de Taïwan, on ne peut pas parler du Tibet, on ne peut pas parler de tout ce qui, aujourd'hui, est un frein à la coopération entre nos nations. Et si on était capable de produire ce discours qui n'est pas un discours angélique, qui est un discours extrêmement réaliste, qui est un discours en fait de rapport de force, et la langue commune aux Chinois et aux Français et aux Européens et au monde entier, c'est la langue du rapport de force. Cette langue-là, elle est parfaitement comprise de tout le monde. Si on ne parle pas cette langue-là, on ne sera jamais respecté. Merci. Merci. Merci.
peut-être, avant de rendre la salle, parce qu'on nous fait signe qu'il faut vraiment terminer, monsieur voulait prendre la parole. On est vraiment désolé d'avoir abusé de votre temps et de votre silence, mais nous avions tellement à entendre et plusieurs sujets à évoquer. Et j'allais dire, c'est à chaque fois la même chose. Quand on fait une soirée sur cette question, ça peut durer des heures et des heures parce qu'il y a tant à dire et tant à entendre. Monsieur, très brièvement, s'il vous plaît. En fait, c'est juste une question, peut-être, d'Ilnour. On se connaît un peu pour répondre. Justement, et ça fait écho à ce que vous disiez, monsieur Faure, est-ce que depuis que l'on en parle sur un plan international, donc peut-être dirions-nous les années 2016-2017, je peux me tromper un peu sur le plan de la chronologie, est-ce que le gouvernement chinois a changé quelques mécanismes, a mis quelques faux semblants dans l'intensité du mécanisme des instruments du génocide, ou pas du tout? Et en effet, et si c'est pas du tout la réponse, c'est intéressant ce que vous dites, monsieur Faure, le fait qu'on en parle moins n'est absolument pas le signe d'un certain assouplissement des mesures contre les Ouïghours. Absolument. Et je propose que ce soit le mot de la fin, d'Ilnour, que tu puisses à la fois répondre et puis conclure cette soirée. Ouais. Merci, monsieur. Très bien, merci beaucoup. Merci pour ta question, Vincent. Et donc, effectivement, ça rejoint ce que tu disais, Olivier. C'est-à-dire que la pression internationale a fait que la Chine a ajusté en fait, a quelque peu modifié ses stratégies et non pas la nature de répression. Donc, génocide est toujours en cours, ça fait 7 ans maintenant. C'est simplement, en fait, en raison de la pression internationale de toutes parts, c'est que la Chine a, d'une part, a changé de communication, et aussi, en fait, ce que je disais tout à l'heure, en montrant, en fait, la carte des camps, et nombreux camps, à partir de 2020 environ, notamment 2021, ils les ont transformés, d'une part, en prison. C'est pourquoi, en fait, ils ont fait une campagne en disant que tous les Ouïghours détenus ont été libérés. En réalité, en fait, c'est pas vrai parce qu'en fait, ils les ont condamnés. En fait, directement, certains camps sont devenus des prisons géants et d'autres camps sont devenus des usines de travail forcé. Ou encore, certains camps sont effectivement en fait vidés parce que les détenus, soit ils sont en fait envoyés en surveillance à domicile, soit ils sont devenus des travailleurs forcés, soit ils sont morts tout simplement de torture. Et puis ils ont effectivement à partir de 2023 la politique chinoise dans la région ouïghour s'est transformée, c'est devenu maintenant la politique de normalisation du génocide. Donc en fait ils ont déclaré que ils ont d'ailleurs libéré exempter le visa à 6 pays européens, donc, dont la France et l'Espagne et l'Allemagne. Et à partir de là, en fait, ils collaborent d'ailleurs. En fait, c'est une question importante parce qu'en fait, des agences à Paris, des agences de tourisme françaises collaborent désormais avec l'État chinois pour faire de tourisme colonial. Et que je reviens, en fait, on est en fin de soirée et que j'aurais dû dire ça dès le début quand j'ai fait l'introduction. La question ouïghour, et que je dis ça à nos alliés, aux journalistes, aussi et à nos collègues, parce que aussi en fait il y a mes collègues dont Vincent est un collègue. Je dis la question ouïghour, c'est une question coloniale. Les Ouïghours ne sont pas une minorité. Il faut arrêter de parler de minorité parce que c'est un langage colonial. C'est un langage minorité et aussi en fait de parler des Ouïghours comme en fait une question tout simplement de droits humains. Non, c'est une question coloniale. C'est exactement lorsqu'en fait on parle de tout à l'heure, en fait depuis tout à l'heure on parle par exemple en fait du génocide en Chine. C'est comme en fait on parle de colonialisme ou enfin on parle en fait de politique en France pour parler de l'époque coloniale algérienne. Vous voyez, en fait, lorsqu'en fait, je vous demande, s'il vous plaît, désormais, quand vous pensez à la question ouïghour, pensez à la question coloniale, pensez à l'Algérie coloniale. C'est exactement ça.
la question ouïghour, c'est une question coloniale et que le rapport sino-ouïghour, c'est un rapport colonial. Les Ouïghours sont colonisés et que c'est un colonialisme de peuplement. Le colonialisme de peuplement, le caractéristique de colonialisme de peuplement, c'est éradication de la population pour récupérer leurs terres. C'est ça ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi il y a un génocide. Parce que dans un colonialisme de peuplement, à un moment donné, on va commettre le génocide. Parce que le but, c'est éradiquer la population. C'est pourquoi, en fait, n'oubliez pas, ce n'est pas une question de minorité-majorité. Les Ouïghours ne sont pas une minorité, c'est un peuple colonisé et on est en train de lutter. Le peuple ouïghour est en train de lutter malgré tout contre le colonialisme chinois pour leur liberté, pour la liberté de leur peuple, pour leur liberté de leur territoire qui est colonisé. Voilà, je terminerai avec cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de conclure, j'ai oublié tout à l'heure de montrer le livre de Gulbahar Atiwaji qui est intervenu en début de cette séance, de cette soirée. Rescapé du goulag chinois, c'était un livre où elle raconte son expérience. Pardon, ça fait un peu bouillon de culture, mais Amelia Pang a écrit un livre qui s'appelle Made in China. Elle raconte très très bien ce que sont les ressorts du travail forcé. Merci beaucoup à nos intervenants. Merci donc à Olivier Faure, à Wissal Bougalem, à Dino Rayhan, bien sûr, Sheila Gauthier, et puis tous les intervenants à la Gaieté Lyrique. Il y avait un peu de lyrisme ce soir, pas beaucoup de gaieté, c'est bien normal. Merci beaucoup à tous. Bonsoir.